C'est le 4e forum et c'est la 3e fois qu'il me propose d'intervenir. Donc, merci à toi, Michel, de me faire intervenir sur un sujet que j'aime bien. On va parler obstétrique pour les urgentistes. Alors, je ne suis pas obstétricien. Moi, je suis anesthésiste-réanimateur de formation, anesthésiste de maternité, une petite maternité qui, à l'époque, faisait 3500 naissances de CHU, et réanimateur SAMU de l'autre côté. Donc, j'ai essayé de mélanger un petit peu les deux choses et faire comprendre aux gens d'obstétrique ce que c'était que le SAMU et aux gens des SAMU ce que c'était que l'obstétrique. Voilà, et il se trouve que j'ai travaillé un petit peu un certain nombre de choses sur les accouchements. Alors, moi, je ne suis pas un scientifique, je voudrais dire, à la fois je suis un homme de terrain, les autres sont aussi des gens de terrain, mais ils sont scientifiques et de terrain. Moi, je suis juste de terrain, je ne suis pas un scientifique, surtout que l'accouchement pour les urgentistes, il n'y a pas d'études. Donc, c'est vachement bien, j'ai 0 étude à vous montrer, pour montrer que c'est plus ci, moins ça, etc., et qu'il y a un petit p qui est égal à, on s'en fout. On va rester très pratique de ce côté-là. Alors, je n'ai pas la prétention de vous parler de toute l'obstétrique, je n'ai pas la prétention de tout faire. J'ai un conflit d'intérêts, il est limité, mais compte tenu de ma spécialité, les éditions, je ne sais plus qui, Arnett, m'avaient demandé de piloter le bouquin destiné aux urgentistes sur l'obstétrique. Voilà. Alors, on va parler d'abord de l'accouchement, puis on parlera ensuite des hémorragies du postpartum. Alors, il y a parmi vous plein d'urgentistes, de gens qui sortent en SMUR, etc., qui ont très peur de l'accouchement. N'ayez pas peur de l'accouchement, c'est le seul truc qui se passe bien. Ce qui se passe mal, c'est l'hémorragie. Voilà. Par contre, on est tous stressés quand on va sur un accouchement. Alors, c'est quoi la problématique? D'abord, on a une culture en Europe de l'accouchement hyper médicalisé, alors en Europe et même en particulier en France. Qu'est-ce que ça représente, ces accouchements impromptus extra-hospitaliers? C'est moins de 2% des naissances. Il y a 15 ans, on disait qu'il y en avait 3000 en France. Maintenant, on dit plutôt 5000, mais on ne sait toujours pas parce que ce n'est pas compté. Il n'y a aucun registre qui permette de les compter. On sait juste que ça a doublé entre 2000 et 2010. Voilà. Il y a aussi les accouchements programmés à domicile. C'est une situation différente et a priori, les SMURistes, les urgentistes n'interviennent pas dans ce genre de situation. Et c'est plus ou moins organisé selon les régions. Il y a d'abord la dame qui a décidé d'accoucher chez elle, mais elle ne dit rien à personne et elle serre les fesses jusqu'au bout et c'est trop tard. Et puis celle qui s'est arrangée avec sa sage-femme pour pouvoir accoucher à domicile. Alors ça se pratique un petit peu, juste sur un plan organisationnel. Les assurances sont tellement coûteuses qu'il n'y a pas forcément des sages-femmes qui se lancent dans ce genre de choses. En tous les cas, elles ne sont pas assurées. Le coût de l'assurance pour une sage-femme libérale pour l'accouchement à domicile, c'est supérieur à son chiffre d'affaires annuel. Donc, de toute façon, elles ne sont pas assurées. Voilà. Pour un SMURiste, qu'est-ce que ça représente? Le mec qui sort en SMUR et qui fait ça tous les jours, c'est 5 interventions par an pour un début de travail. La dame, elle a des contractions, elle a peut-être rompu la poche des os, on l'examine, non, elle ne va pas accoucher tout de suite, on a le temps de l'emmener à la maternité. En fait, on n'a rien fait qu'un examen. L'accouchement, réellement, c'est 2 par an pour un SMURiste. Un seul en présence du SMUR, il y en a la moitié qui ont lieu avant qu'on arrive. Voilà. Donc c'est finalement une situation, on a l'impression que c'est très fréquent. Quand on regarde bien les choses, ce n'est pas du tout aussi fréquent que ça. Il y a d'ailleurs un observatoire national, l'observatoire, parce que registre, on a été retaclé par la CNIL qui nous a dit c'est pas un registre, c'est un observatoire, bien Madame la CNIL, qui collige un certain nombre de choses. C'est un observatoire qui est né en 2011, qui est actif maintenant dans 28 départements français. Il n'y a pas encore les Deux-Sèvres, mais ça va pas tarder. Et qui nous permet quand même d'avoir quelques idées de ce qui se passe sur la réalité de terrain. Quand on regarde quand est-ce que ces accouchements se produisent, c'est un peu la journée, mais c'est surtout un peu plus la nuit, 58% la nuit. Or, on n'accouche pas plus la nuit que la journée en temps normal. Et c'est 45% en nuit profonde, entre 0h et 8h. Donc c'est une intervention nocturne, l'accouchement. La parité. Vous voyez, la parité, les grandes multiparts, il n'y en a pas beaucoup. 9% qui sont des 4e parts, 9% qui sont au-delà des 4e parts. Alors c'est vrai aussi que les dames qui ont plus de 4, 5, 6 enfants, il n'y en a quand même plus beaucoup. Mais quand même, on a des patientes au début qui sont, c'est simple. La grande multipart qu'on nous disait avant, c'est faux. Le terme, c'est des grands prématurés. Ouais, c'est des grands prématurés. Regardez, le terme moyen 39 plus 1, 39 plus 1, pardon, et la médiane de 39 plus 4. Un prématuré de 39 semaines plus 4 jours. Enfin, ce n'est pas un prématuré. Mais ça doit nous rassurer quand même. L'enfant va bien, puisqu'il est à terme. Voilà. Quand est-ce qu'a lieu cet accouchement? 16% des cas, il a lieu avant l'appel. C'est-à-dire que les gens nous appellent parce qu'elle a accouché. Voilà. Et puis, il y en a qui ont lieu pendant la régulation. Bon courage au régulateur qui doit expliquer et faire donner les bons gestes, les bonnes consignes pour réaliser cet accouchement.
Un tiers avant l'arrivée du SMUR, c'est-à-dire qu'elle était en train de pousser au moment de l'appel et avant que le SMUR arrive, elle accouche. Et puis il y a un tiers en présence du SMUR. Alors je vous donne un chiffre lyonnais en plus que je connais bien puisque donc je suis lyonnais. Ça s'entend peut-être à mon accent. Pour nous à Lyon, c'est 1 sur 2 en présence du SMUR, simplement parce qu'en fait, contrairement à vous, on a des distances d'intervention très courtes. Moi, 90% de mes interventions, c'est moins de 8 minutes de l'hôpital. On couvre 1 400 000 habitants, mais exclusivement urbain, donc on y est tout de suite. Voilà pourquoi on arrive avant, alors que si on était plus éloigné, elle aurait fini par accoucher avant qu'on arrive. Le suivi de grossesse, c'est important aussi. 7% ne sont pas suivis. Et quand on regarde bien dans ces non-suivis de grossesse, il y en a un tiers, c'est du non-suivi. Elles étaient enceintes, mais elles ne se sont pas fait suivre. Elles sont peut-être un peu écologiques, peut-être un peu trop. 4,5% de déni de grossesse, c'est énorme. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas qu'elles étaient enceintes. Et des vrais dénis. Hein. Elles vont aux toilettes, elles vont faire pipi. Ah non, c'est un bébé qui sort ou qui est prêt à sortir. Voilà. Et puis un autre élément qui est un petit peu aussi intéressant quand on regarde ça, elles ont vu quelqu'un de l'obstétrique, leur sage-femme, leur obstétricien, depuis moins de 6 heures, 1 fois sur 12. Ce qui veut dire qu'en régulation médicale, le fait qu'elle vienne voir sa sage-femme, elle vienne voir son obstétricien, ce n'est pas un truc qui nous rassure. Enfin, qui doit nous rassurer. Voilà. Et c'est un élément qu'on n'avait pas perçu au départ. Comment est-ce que ça se présente ? En général, c'est une tête, ouf, parce que c'est plus physiologique, en tous les cas on comprend mieux, même si le siège, c'est l'accouchement le plus simple à réaliser pour nous, les non-professionnels. Je vous dirai pourquoi après. La position qui est prise pour l'accouchement, il y en a 70% des cas, c'est en décubitus dorsal surélevé, c'est-à-dire la bonne position, mais 15% c'est au sol. On ne peut pas accoucher au sol, mécaniquement ça ne passe pas, je vous le montrerai. Et 4% quand même c'est dans les toilettes. Ouais, avec les problèmes pour l'enfant. Le circulaire du cordon, c'est quelque chose qui n'est pas exceptionnel. 1 fois sur 6, il y a un circulaire du cordon. La délivrance dirigée, je vous en reparlerai aussi, elle n'est réalisée même pas 1 fois sur 2 des cas où elle est possible, alors que c'est la meilleure prévention de l'hémorragie du postpartum. Voilà. Moins d'1 fois sur 2, elle l'est faite. Voilà. La délivrance avant d'arriver à l'hôpital, 1 fois sur 2. Alors là, je vous démontrerai un certain nombre de choses et je vous donnerai des consignes très fermes. Tout accouché hors maternité doit arriver délivré à l'hôpital. Il y a 0 exception. Toutes. Et puis le transport du nouveau-né, il n'est pas souvent sécurisé. En gros, qu'est-ce qu'il faut en retenir de cette situation de l'accouchement en maternité ? Ce n'est pas des grandes multicares. Soyons rassurés, ce n'est pas des prématurés, donc la prise en charge de l'enfant va être a priori basique, même si de temps en temps on trouve un prématuré. Et puis surtout, soyons vigilants sur le circulaire du cordon et la délivrance. Alors, on va prendre plusieurs étapes. La dame qui téléphone parce qu'elle dit qu'elle va accoucher. Quels sont les critères d'imminence d'un accouchement ? Il y a des critères médicaux, celle qui dit qu'elle a envie de pousser, la présentation qui est engagée, à condition de l'avoir examinée, la dilatation complète, il faut l'avoir examinée aussi, et la rupture de la poche des os. Alors ça, les sages-femmes, elles savent bien, la rupture de la poche des os, ça a de la valeur. Ça a 0 valeur pour les urgentistes. On a tous constaté que, elles téléphonent au SAMU parce qu'elles ont rompu la poche des os et elles accouchent dans 12 heures. Elles accouchent dans 12 heures, elles ont le temps d'aller à la maternité tranquillement, pas avec leur voiture parce qu'elles sont stressées, pas avec un taxi parce qu'ils ont peur de dégueulasser leur véhicule, et donc c'est dans une ambulance privée, éventuellement les sapeurs-pompiers. Voilà. Inversement, les gens de SMUR, ils ont tous eu des dames qui n'ont absolument pas rompu, qui poussent, et rupture et sortie de la tête. Donc, il ne faut pas être rassuré par la rupture de la poche des os, par la non-rupture de la poche des os, parce qu'elle peut accoucher très vite. Et inversement, il ne faut pas être tranquille parce que dans les autres situations. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne voit pas en maternité, parce que la cinétique de l'accouchement hors maternité, ce n'est pas du tout la même cinétique que l'accouchement en maternité. C'est la même mécanique obstétricale, ce n'est pas du tout la même cinétique. On prend en compte aussi en régulation médicale d'autres critères, le délai d'arrivée à la maternité. Alors le délai, c'est des minutes. On n'habite pas à 10 km d'un hôpital, on habite à X minutes, parce que ce n'est pas la même chose la nuit, le jour, s'il y a de la neige, s'il y a des routes tortueuses, etc. S'il y a des embouteillages et plein de choses comme ça. On prend en compte aussi la rapidité des accouchements précédents. Celle qui a accouché en 1 heure ou celle qui a déjà accouché à domicile, elle a des risques de recommencer pareil. Il y a des scores qui existent. Alors ces scores, ils ont été développés. Historiquement, le score le plus connu, c'est le score de Malinas. Malinas, c'était un obstétricien grenoblois qui a développé un certain nombre d'items. Alors tout le monde a appris le score de Malinas, qui nous donne une idée de quand elle va accoucher en fonction des chiffres que l'on obtient. C'est pratique pour guider un interrogatoire. C'est validé. Le score de Malinas, il est validé en maternité, avec la cinétique de l'accouchement en maternité. Il ne marche jamais dans les accouchements hors maternité. Voilà, ça aussi, ça a été prouvé. Donc c'est bien. Il a au moins un avantage, c'est qu'il nous oblige à poser un certain nombre de questions. C'est qu'avec ces questions-là, on a déjà une petite idée de ce qui peut se passer. Mais c'est tout.
Malinas, il avait écrit un deuxième score qui est basé sur le toucher vaginal, dont je vous redirai 2 mots. Et en gros, plus elle est dilatée et plus elle a une parité importante, plus elle risque d'accoucher dans pas longtemps. Alors c'est bien, c'est un toucher vaginal. Alors le toucher vaginal, il faut être un professionnel du toucher vaginal. Hein, moi, quand j'examine une dame et que je trouve ça, c'est combien? Voilà. J'en ai aucune idée. C'est le même opérateur qui doit faire les touchés vaginaux, déjà, parce qu'il y a une susceptibilité interindividuelle, et ça, les obstétriciens et les sages-femmes l'ont bien montré de ce côté-là. Et nous, les nuls, hein, et j'en fais partie, hein, des gens nuls en obstétrique, on ne peut pas savoir ce que c'est que ça. Par contre, j'examine la dame, j'y retourne 15 minutes après, première fois je trouve ça, deuxième fois je trouve ça, il ne s'est rien passé, la cinétique est lente, je peux transporter. Si la première fois je trouve ça, que la deuxième fois je trouve ça, je ne sais pas combien ça fait de centimètres, mais la cinétique est rapide et de toute façon, elle n'arrivera pas à la maternité sans avoir accouché. Or, pour accoucher, il faut être dans un lieu un peu sécurisé. C'est vrai que la maternité, c'est quand même plus sécurisant que beaucoup d'endroits, mais le deuxième lieu sécurisé, c'est le domicile. Ce n'est pas le véhicule du SMUR. On est totalement dans une ambiance totalement inadaptée. Voilà. Alors, je passe sur des logements particulièrement insalubres, etc., pas chauffés, un bidonville ou ce genre de choses. Mais autrement, ça, c'est de l'extraction de milieu hostile. C'est pas du tout la même chose que voilà, il vaut mieux s'installer à domicile correctement. Voilà. Mais donc, pour les gens qui n'ont pas l'habitude du toucher vaginal et dont je fais partie, vu le nombre de TV qu'on est amené à réaliser dans notre pratique annuelle, parce que je ne vais pas dire quotidienne, c'est cette impression d'évolution entre 2 touchers vaginaux à 15 minutes d'intervalle. Alors, le problème du toucher vaginal, c'est, je le rappelle, c'est un geste médical et qui nécessite l'accord de la patiente. On demande à la dame si elle est d'accord. Voilà. Quand elle dit non, on peut lui dire, ça serait important pour que, si elle dit non une deuxième fois, c'est non, point final. Deuxièmement, c'est un geste médical, donc il peut être exécuté que par un médecin ou une sage-femme, les gens qui ont une profession médicale. Un infirmier, et je connais des endroits où on a proposé aux infirmiers de faire le TV. Alors ça, dans le code pénal, ça a une définition très particulière et très précise. Mais c'est non, voilà. Ça permet d'évaluer un peu le type de la présentation. Ça permet d'évaluer les caractéristiques du col, si vraiment on est un pro du TV, ce qui n'est pas notre cas. Le seul élément qui est intéressant, c'est de garder les doigts en faisant l'examen au moment d'une contraction, et comme ça, on sent un petit peu les choses évoluer et si la présentation descend. En pratique, ne retenez qu'une chose en tant que médecin SMUR sur le terrain ou en tant qu'urgentiste dans un hôpital où il n'y aurait pas de maternité, où vous êtes dépassé par les événements, c'est l'évolution du 2TV à 10 ou 15 minutes d'intervalle. Alors ça c'est bien, mais en pratique il y a un score qui lui a été développé, alors ça fait 20 ans qu'il a été développé, même s'il a été publié qu'en 2009, qui a été développé au niveau national, mais par l'équipe nantaise au départ, pilotée par Frédéric Berthier, qui s'appelle le score prédictif de l'imminence d'un accouchement. Alors il est hyper compliqué parce que là on a des items à remplir, et dans ces items ils sont pondérés, etc. Il n'y a que la version informatique qui peut nous donner une idée de ce qui va se passer. Mais c'est un logiciel d'abord qui est gratuit, facile d'accès et qu'on peut mettre sur les ordinateurs de régulation qui nous permet un certain nombre de choses. Il y a d'ailleurs une étude nationale en cours actuellement sur son utilisation et sa validation. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir sur le début de travail ou sur l'accouchement? Elle en est où la dame? C'est l'intérêt des scores prédictifs de l'accouchement, c'est l'analyse de la cinétique du travail avec les 2 TV, et en sachant que la dame qui vous dit qu'elle va pousser, c'est irrépressible et de toute façon elle pousse et elle accouche. Sachez qu'à l'examen, la valeur de l'engagement, ça ne veut rien dire du tout. La tête est engagée, oui, elle accouchera peut-être dans 2 heures. Dans 2 heures, a priori, vous avez eu le temps d'arriver à la maternité. Voilà. La rupture de la poche des zones est un critère qui n'a aucun élément d'intérêt. Et puis que les centimètres mesurés par l'urgentiste, ça n'a pas beaucoup de valeur. Voilà. Et surtout, organisez-vous pour que ça ne se passe pas pendant le transport. Bien sûr, on n'est jamais prédictif absolument, la médecine n'est pas une science exacte, ça se saurait, mais mettez-vous dans les conditions où vous avez senti 2 choses différentes au TV, eh bien je m'installe, si ça se trouve j'ai 10 minutes pour m'installer, elle commencera à pousser, etc., elle accouchera dans une demi-heure, mais si je l'avais transportée dans une demi-heure, je ne serais jamais arrivé à la maternité, même s'il n'y a que 3 km à parcourir, le temps de la mettre sur le matelas coquille, de la brancarder, etc., d'arriver à la maternité, elle le fera dans l'ascenseur d'Amat, ce qui n'est pas terrible en pratique. Alors, là, c'était pour les décisions de j'accouche ou j'accouche pas sur place. La femme qui accouche. Alors, je vais vous faire un petit peu cette version de l'accouchement hors maternité pour les nuls, savoir quels sont les bons gestes à faire et quels sont les mauvais gestes à ne pas faire. Alors, sans rentrer dans la grande science et pour faire quelques petits rappels, les grands diamètres du bassin. Alors un bassin, c'est quoi? Vous avez une ceinture comme ça, avec un bébé qui est à l'intérieur, puis il va être obligé de sortir. Alors la nature est quand même très mal faite de ce côté-là, parce que pour arriver à sortir d'un bassin, c'est quand même hyper compliqué. Il y a un grand diamètre, il est oblique en travers, alors dans ce sens ou dans celui-là.
Ça, c'est le diamètre du D3 supérieur, en haut, par où il va rentrer pour commencer à sortir. Et en bas, c'est un diamètre qui est antéro-postérieur, dans ce sens-là, il faut bien le voir horizontal, donc vertical quand la dame elle est couchée. Et donc, il va falloir qu'il se tourne comme ça. Et puis, quand on regarde les grands diamètres d'un enfant, c'est comme ça sur la tête, et comme ça pour les épaules. C'est aussi à 90 degrés. Donc vraiment, il doit se contorsionner. C'est vraiment la vis que l'on va visser dans le bassin pour qu'il arrive à sortir. Ce n'est pas un truc qui est dans un récipient et on pousse et hop, il tombe. Voilà. Alors, c'est valable pour celui qui est à 28 semaines, 800 grammes, il sort d'un coup comme ça. C'est une demi-contraction, il est dehors. Mais pour les autres, non, il va falloir le pousser puis qu'il prenne la forme et qu'il descende bien correctement. Alors, sur le plan mécanique, l'enfant, il s'engage dans un axe. Alors, tous les médecins, ils ont appris qu'ils s'engageaient dans l'axe ombilico-coccygien. Il n'y en a pas un. Moi, on ne m'a jamais montré ce que c'était que l'axe ombilico-coccygien. C'est tout bête, hein, c'est ce qui va de l'ombilic au coccyx. C'est un axe qui est comme ça. Ce n'est pas un axe qui est vers le bas. Voilà. Et c'est tout dans cette problématique-là que va résider votre installation de la patiente. Donc, l'enfant va s'engager comme ça. Il va tourner et il va sortir au niveau du D3 inférieur, selon la flèche verte qui est ici. Je passe sur les différentes présentations pour la sortie, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'utérus, il va pousser. C'est un muscle qui va se contracter, qui va pousser, qui a une certaine force. Sauf que, et là, c'est pas parfait non plus, la force de pousser de l'utérus, vous voyez la flèche en pointillé, elle n'est pas exactement égale, enfin superposable à l'axe d'engagement de l'utérus. Et si on veut que ça marche bien sur un plan de la mécanique, je vous renvoie à vos cours de physique de première et de terminale, donc c'est très frais, et vous vous souvenez bien de tout. Si on veut que ça coïncide bien, il faut essayer de ramener la flèche rouge pleine vers la flèche pointillée rouge, et on obtient ça par un mouvement qu'on appelle la nutation, et la nutation, c'est faire basculer le bassin vers l'arrière en remontant le pubis, et comme ça, l'angle qui fait 30 à 50 degrés se trouve diminué, donc les contractions sont beaucoup plus efficaces. Voilà pourquoi on les positionne comme ça. Je n'ai pas parlé de la position générale de la patiente, mais on va y venir. L'accouchement débute. Comment est-ce qu'on s'installe? On la met sur le dos au sol, parce qu'elle y était déjà, sur le dos au bord du lit, sur le dos au milieu du lit, en décubitus latéral. On se dépêche de la mettre dans l'ambulance, ou on fait comme elle veut? Ouais, alors, on fait comme elle veut, parce que d'abord, il faut toujours écouter les femmes. Mais il n'y a pas que ça. Quand on ne sait pas bien ou quand elle est un peu paniquée, on peut s'installer classiquement avec la patiente qui est sur le dos, avec les fesses au ras du lit. Et en tous les cas, pas au milieu du lit, et en tous les cas, pas au sol. On ne peut pas mécaniquement accoucher. Vous avez vu le dessin, il va falloir descendre vers le bas. Si on est couché par terre, vers le bas, il va falloir creuser le sol pour pouvoir faire sortir le petit. Voilà. Et puis comme elle veut, c'est pas mal aussi, si elle le sent bien. Voilà. On installe la dame. Alors ça, c'est une sage-femme qui me l'a donné, et j'aime bien la phrase. C'est la femme qui accouche, pas le médecin, ni la sage-femme ou le témoin. Voilà. De toute façon, vous arriviez 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure après, elle aurait accouché sans vous. Elle n'a pas besoin de vous. De toute façon, ça fait maintenant 300 000 ans, puisqu'on sait depuis l'année dernière que le plus vieux fossile qui a été trouvé au Maroc, ce n'était pas 200 000 ans, mais c'est 300 000 ans de l'espèce humaine. Ça fait 300 000 ans que les femmes accouchent de la même façon. Et elles accouchent avec la même mécanique. Voilà. La position, c'est juste un épiphénomène. La civilisation judéo-chrétienne a inventé au Moyen-Âge le fait qu'on accouchait couché sur le dos. Comment est-ce qu'elles accouchent en Afrique? Accroupies. Mais si vous regardez bien ce que font les sages-femmes dans les maternités, j'ai rien contre les sages-femmes, hein, Camille. La dame qui physiologiquement accouche accroupie comme ça, vous la prenez, vous la mettez sur le dos, couchée sur une table, elle est accroupie en fait. Et c'est comme ça qu'on respecte l'axe d'ensemble. Bon, c'est mieux pour l'organisation générale, c'est mieux pour le dos de la sage-femme, mais en pratique, on n'a rien changé à la physiologie de l'ensemble. Et il faut qu'elle soit installée comme ça, ce qui veut dire que couchée à plat dos, elle n'est pas en position accroupie, ça ne peut pas marcher. Vous l'installez donc d'une manière générale, il faut que votre position et sa position soient adaptées donc à la mécanique. Il faut se débrouiller pour accueillir l'enfant, il y aura peut-être des soins plus ou moins spécialisés à lui faire. Un peu de protection des lieux quand même, hein, si on met des sacs plastiques pour éviter de tout abîmer, le lit, le canapé, la moquette ou ce genre de choses. Bon, à l'hôpital, on nettoie. À domicile, quand il y a eu le liquide amniotique, les urines, les selles, le sang, etc. sur le matelas, on jette le matelas. Toutes les femmes n'ont pas la possibilité de se racheter un matelas non plus après. Et puis un petit peu d'intimité, ça s'est écrit un peu nulle part, mais moi j'y tiens personnellement. Une femme qui accouche, je suis désolé, mais c'est pas un spectacle. Donc les gens qui n'ont rien à faire, ils ne doivent pas être là. Et j'aime bien les sapeurs-pompiers, ils n'ont pas à être présents au moment de l'accouchement. Une dame qui est à poil en train d'accoucher, elle n'a pas besoin d'avoir trois individus du SMUR, le médecin, l'infirmier, l'ambulancier, les 3 pompiers, voire 4, sans parler du voisin ou ce genre de choses. Voilà, donc c'est un minimum de décence et d'intimité que l'on doit aux patientes.
La position. Alors classiquement, on la met en travers du lit, un peu selon le schéma qui est celui-là, pour mimer la position gynécologique que l'on fait en maternité, avec les cuisses qui seront hyper fléchies au moment de pousser. Ça, c'est une position d'attente à gauche. Le pied sur une chaise, parce que quand elle a les deux pieds dans le vide, c'est pas pratique et ça fait mal dans le dos. Deux chaises, c'est pas pratique, c'est ce qu'on préconisait avant, parce qu'après on n'a plus la place pour travailler, il faut enlever la chaise quand elle pousse, et quand elle pousse, elle prend ses cuisses dans ses mains de façon à faire les bons mouvements de nutation et améliorer la descente de l'enfant et l'efficacité de ses contractions. Si la dame veut se mettre en décubitus latéral ou accroupie, laissez-la faire. De toute façon, elle accouchera sans vous. Voilà. Ce n'est pas dans notre façon de penser, on n'a pas bien l'habitude, on n'est pas à l'aise. Mais surtout, il faut le laisser faire. Et si elle se met en décubitus latéral, là, elle peut être au milieu du lit, parce que le bébé, derrière, en décubitus latéral, il y a de la place, il y a le lit. En plus, il ne tombera pas. En régulation médicale au téléphone, si elle est seule chez elle pour accoucher, on la met au milieu de son lit en décubitus latéral. Il n'y a pas de problème de réception, de chute de l'enfant, comme on pourrait l'avoir ici avec le lit positionné comme ça. Alors, surtout, donnez les conseils bien correctement, parce que vous voyez, sur cet exemple, le régulateur, il a dit au mari, faut mettre le pied sur une chaise, etc. Hein, et je suis arrivé là-dessus. La tête était dehors. Je me suis occupé de l'enfant de la maman avant de prendre la photo, mais si vous regardez bien, elle est dans une douche à l'italienne, il y a la paroi vitrée, il y a la chaise, etc. Vous imaginez l'accès pour aller chercher la tête de l'enfant. Voilà, c'était totalement infaisable, et c'était des conseils téléphoniques. Il avait juste pas réalisé que la dame, elle n'était pas au bord du lit, mais elle était dans la douche. La position, donc, c'est globalement l'obstétricien, le pseudo-obstétricien, à la hauteur du périnée de la dame. Voilà. Et ça, c'est le plus important. On se positionne correctement. Et comme on ne peut pas monter le lit, le canapé ou n'importe quoi en hauteur, il faut se mettre à genoux, voire plus bas. Malinas, il disait, il faut se prosterner devant la patiente. Voilà. Il faut être au niveau, les épaules de l'opérateur doivent être au niveau du périnée de la patiente. Voilà un exemple d'installation. C'est un accouchement, j'avais une interne, elle avait eu les cours la veille avec les travaux pratiques, et le lendemain, on est parti sur l'intervention. Donc je l'ai laissé travailler, je lui ai dit que je faisais les photos. La famille était d'accord pour les photos, donc voilà, même si je les ai floutées après. Voilà, sur l'installation sur la chaise, mise, on est sur le canapé, sur une, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pas une chilienne, sur une méridienne, voilà. Où on a protégé, vous voyez, comme on a pu. C'est en plus un immeuble un peu chic dans le centre de Lyon. Voilà, et donc on s'occupe de s'installer correctement. Et vous voyez qu'au moment de la sortie de l'enfant, on est positionné au bon moment. Et la dame, elle n'a plus les pieds sur la chaise et elle tient ses cuisses avec ses mains, avec une hyper flexion des cuisses sur le bassin. Vous voyez vraiment, c'est les genoux dans les oreilles. Voilà, c'est comme ça qu'elle doit être, avec l'infirmière qui l'aide. Alors, question, il va falloir rompre la poche des os. Qu'est-ce que je fais? J'attends que ça se fasse tout seul. Je fais pousser pour que la pression provoque la rupture. Je réalise une petite déchirure au doigt, comme ça. Je fais un coup de griffe avec une pince de cochère. Ou je pratique une petite incision au bistouri. Du coup, vous ne savez plus. Alors, il y a plusieurs versions. J'attends que ça se fasse tout seul. Vous inquiétez pas, ça va péter tout seul à un moment donné. Juste, vous ne vous mettez pas en face à ce moment-là, parce que c'est quand même 1 litre qui part, et sous pression. Vous le ferez qu'une fois. Voilà. Et éventuellement, vous pouvez rompre en donnant un petit... Alors, vous n'avez pas d'amniotum, mais un petit crochet. Vous démontez une pince cochère. Avec le crochet, on peut, sur la poche des os, donner un petit coup comme ça. Avec le doigt, ça ne marche pas. Et le bistouri, il ne faut pas oublier, il y a le bébé derrière. Donc le petit coup de bistouri, il y a des gens qui le proposent, donc voilà pourquoi j'en parle. Voilà, donc pas de bistouri. La phase d'expulsion de l'enfant. Alors une primipare, ça expulse, quelle que soit la durée du travail précédemment, en 15 à 30 minutes. À partir du moment où elle pousse pour faire sortir l'enfant, il faut 15 à 30 minutes pour qu'il sorte. La cinétique des accouchements que nous avons, nous, c'est plutôt du 15 minutes que du 30 minutes. Dans ceux parmi vous qui ont aidé un accouchement, je pense qu'ils vont tous dire elle a eu 3 contractions. Oui, c'est une pour essayer de faire sortir la tête, 2 pour que la tête soit sortie, une 3e pour les épaules, et l'affaire, elle est jouée. En maternité, ça dure un petit peu plus longtemps que ça. Voilà. On ne fait pas pousser normalement tant que la dilatation n'est pas complète, si on sait faire un TV, et si la poche des os n'est pas rompue. Voilà. Et puis, il faut faire la poussée de la patiente pendant les contractions. En dehors des contractions, ça ne sert à rien. Les contractions, elles sont automatiques, et c'est quand l'utérus va se contracter qu'il va falloir qu'elle contracte en plus et qu'elle prenne la bonne position. Donc on l'encourage à ce moment-là. Pousser, pousser, pousser. Vous avez vu, le langage des sages-femmes, à part pousser, ça ne faut pas dire grand-chose. Mais, allez, ma compagne est sage-femme, donc voilà. C'est à ce moment-là donc, qu'on peut les encourager pour faire quelque chose, mais en dehors des contractions, on ne fait rien. Voilà, elle se repose.
Et quand on voit les choses avancer, on voit d'abord la tête qui commence à sortir. Ah, elle commence à sortir, c'est bien, il va sortir. Et hop, la contraction est terminée. La tête, elle est rentrée dedans. Essayez pas de la retenir. Non, il va sortir de toute façon à la contraction suivante. D'ailleurs, à la contraction suivante, effectivement, il sort. Vous voyez les mains de l'opérateur, là. Ah, vous ne les voyez pas? Ben non, parce qu'au moins à ce moment-là, ça ne sert à rien. C'est quand la tête va franchement sortir qu'à ce moment-là, il est nécessaire de faire quelque chose. Alors, je suis désolé parce que les photos ne sont pas parfaites, parce que la position des doigts n'est pas idéale, mais j'ai pris celle que j'ai trouvée, où on va retenir la tête au moment où elle sort, tout en protégeant avec la main, vous voyez, sur la main droite, sur la photo de droite, où on protège, on exerce une contre-pression, et un peu mieux que ça d'ailleurs, sur le périnée pour limiter les déchirures, les risques de déchirures au niveau du périnée. Et puis avec la main gauche, on maintient juste la tête pour éviter qu'elle sorte d'un coup. Mais vous ne l'empêcherez pas de sortir, vous ne l'empêcherez pas de re-rentrer, il faut juste être là pour éviter que ça fasse comme un bouchon de champagne qui part d'un coup. Voilà. La tête va finir par bouger, voyez. Donc là, on maintient la tête et on protège le périnée. Hein, voilà le bon maintien de tête. L'enfant sort en règle générale en regardant vers le bas quand la dame est couchée sur le dos, c'est-à-dire qu'il a l'occiput en haut. C'est pour ça qu'on dit que c'est en occipito-pubien. Hein. C'est la sortie habituelle, c'est la plus rapide et c'est celle qui donne le moins de complications, notamment au niveau du périnée. Et la face de l'enfant, alors je ne sais pas si le pointeur marche. Oui. Et la face, alors en plus les photos sont un peu floues du coup là. La face de l'enfant va moucher, enfin on mouche l'enfant avec le périnée postérieur, comme on dit classiquement, où ça va vraiment le déplisser comme ça devant sa tête. Qu'est-ce qu'on fait après l'expulsion de la tête? Alors on a juste retenu la tête pour pas qu'elle sorte d'un coup, mais on fait rien d'autre que ça. Voilà pourquoi je vous dis, si vous ne faites rien, ça va bien se passer aussi. Vous êtes juste là pour vérifier que leurs enfants ne sortent pas trop vite. Voilà. En tous les cas, pas de gestes inutiles. Et moins on connaît les choses, moins on doit les faire. Quand on ne sait pas poser un drain thoracique, on ne pose pas un drain thoracique. Quand on ne sait pas aider un accouchement, on n'aide pas, on évite de faire des bêtises. Une fois que la tête est sortie, il y a un truc important qu'il faut faire. Il faut vite rechercher un circulaire du cordon. On ne le voit pas, hein, ce n'est pas un truc qui dépasse. Il n'y a que la tête elle est coincée dans le périnée comme ça. Il faut aller mettre un doigt pour savoir s'il y a un circulaire du cordon. On verra après ce qu'on fait de ces circulaires. Et puis après, l'enfant, il va tourner. Il va tourner pourquoi? Parce que la tête, elle est sortie dans un certain axe, mais il y a les épaules qui doivent sortir et qui doivent se tourner aussi pour prendre les bons diamètres. C'est l'enfant qui décide de quel côté il se tourne, et il se tourne du côté de son épaule qui sortira en premier, ce qu'on appelle l'épaule antérieure, parce qu'elle va sortir du côté antérieur de la maman, qui est derrière le pubis, parce que la première épaule qui va se dégager, c'est l'épaule qui se trouve du côté, du pubis de la mère. Voilà. Donc la tête, elle va tourner d'un côté, mais on ne sait jamais dans quel côté ça va être. Et si on commence à forcer et que ce n'est pas le bon côté, vous imaginez si vous faites faire 180 degrés à une tête qui va aller de l'autre côté... Là, on ne parle même plus du collier cervical. L'affaire, elle est entendue. Voilà. Donc, vous attendez de voir de quel côté l'enfant va tourner la tête pour savoir s'il faut l'aider un petit peu. Et on peut l'aider simplement. Mais quand je dis l'aider, ce n'est pas un mouvement actif, ce n'est pas un mouvement passif. C'est, allez, il tourne, c'est très scientifique comme description. Hein. C'est, je l'aide un petit peu. Voilà. Il y a 15 ans, on faisait faire la rotation, en maternité, on faisait faire la rotation complète. C'est-à-dire que l'enfant, la tête était dans un sens... Il avait commencé à tourner la tête à droite, on lui faisait faire le 180 degrés par la droite. Bon, maintenant on ne le fait plus et on laisse à 90 degrés, qui est la position définitive habituelle. Vous voyez là sur la photo de gauche, il a commencé à tourner la tête à droite de la maman. C'est donc son épaule droite à lui qui sera son épaule antérieure et qui sortira en premier, en haut. Et puis sur la photo de droite, c'est l'inverse. Vous voyez que là, il a déjà beaucoup plus tourné la tête que sur l'autre photo. Alors question, la tête est sortie, on va dégager les épaules. Je me place plus haut que la patiente, à la même hauteur, plus bas, m'en fous pourvu que je puisse tirer horizontalement et partir avec l'enfant. C'est bien, premier message est passé. C'est effectivement plus bas que la patiente, on va voir que si on se place autrement, ça ne peut pas mécaniquement marcher. Voilà. Mais plus bas, c'est plus bas. Alors les sages-femmes à la maternité, elles montent la table d'accouchement à peu près à ce niveau-là et elles s'abaissent. Il n'y a pas beaucoup de lits à domicile qui soient à cette hauteur-là. Le lit il est à 40 cm, ce qui veut dire que vous êtes au moins à genoux. Alors à genoux, ce n'est pas tout à fait à genoux, parce que comme il va falloir se relever, si vous mettez complètement à genoux, vous ne pouvez plus vous relever. Donc il faut se mettre en position, il y a une génuflexion d'un côté et le genou à terre de l'autre, pour pouvoir se relever ensuite. Le dégagement des épaules.
On maintient juste la tête, parce qu'attention, une fois que les épaules sont sorties, l'enfant il sort à coup sûr. Une fois les épaules dégagées, donc il faut tenir l'enfant. On maintient la tête, alors plus comme le schéma de gauche que comme le schéma de droite, avec les doigts en V, sous la mandibule, et derrière les mastoïdes. 2 doigts en V, on tient l'enfant comme ça. Et on l'abaisse vers le bas, et vous voyez qu'en l'abaissant vers le bas, comme ça, on va dégager l'épaule antérieure qui va passer sous la symphyse pubienne. Une fois que l'épaule antérieure est sortie, l'enfant il va sortir complètement. Et c'est ce que l'on voit ici. Vous voyez, là, sur l'enfant donc, qui avait tourné la tête à gauche, donc son épaule gauche sort en premier. Je m'abaisse vers le bas comme ça. Son épaule s'abaisse et passe derrière la symphyse pubienne. Et pour dégager l'épaule postérieure, donc l'autre épaule, l'épaule qui était sur le côté arrière de la dame, d'où le nom d'épaule postérieure, je me relève pour dégager l'épaule postérieure et mettre l'enfant au-dessus de la maman en l'enroulant autour de la symphyse pubienne. Donc une fois que les 2 épaules sont sorties, tout va vite, vous tenez bien l'enfant, attention ça glisse, hein, c'est une savonnette mouillée. Donc dire je le tiens, regardez j'ai un petit 800 grammes là dans les doigts. C'est comme ça que je le sors l'enfant, en le tenant par la tête. Si j'essaye de le reprendre sous les bras parce que c'est plus esthétique, je lâche la tête, on a une chance sur 2 de le faire tomber. Maintenez-le par le cou et la tête comme ça pour le poser sur le ventre de la mère, je vous assure, absolument personne ne s'en rend compte qu'on le tient par la tête. Vous mettez 10 personnes qui regardent, il n'y en a pas une qui est capable de vous décrire comment on l'a sorti. Et c'est en tous les cas beaucoup plus sécuritaire. Voilà. Et donc on le passe sur le ventre de la mère. Je ne vais pas parler trop des soins au nouveau-né. Voilà un résumé des différents gestes que vous trouvez notamment dans l'EMC. Alors voyez comment ça se passe en pratique. Donc je reprends l'installation de la dame sur la photo de gauche. Et puis la tête est en train de sortir. Donc avec là à l'interne, elle protège le périnée avec sa main gauche. Et avec la main droite, elle freine la tête. Mais elle ne la tire pas pour que ça sorte plus vite. Et elle ne la repousse pas pour que ça sorte moins vite. Elle accompagne l'ensemble. Et vous voyez, l'infirmière, elle est juste là pour... elle est juste là. Stop, rewind. Je vous ai dit que l'équipe ne servait à rien. Donc pas plus le docteur que l'infirmière. Voilà. Après, je vous dirai quand même qu'il y a des choses à faire. Mais vous voyez, là, l'infirmière est là pour encourager la dame à ce moment-là. Voilà. Les pompiers, on ne les voit pas, on voit juste 2 jambes de pompiers qui dépassent derrière et qui sont à l'arrière, enfin non visibles sur l'organisation générale. Vous voyez, le seul qu'on voit, c'est le papa qui était à la tête et puis qui aidait un petit peu. Enfin voilà, bon, il était présent, on l'a laissé faire. Et vous voyez donc la position que l'on adopte. Et vous voyez, on a même à droite l'ambulancier qui est en train de préparer des draps, des serviettes en éponge pour récupérer l'enfant ensuite. Voilà. La tête est sortie, on vérifie le circulaire du cordon. Là, elle n'a plus de contraction, on attend. Et la contraction suivante, elle va pousser pour les épaules. Il a fait que je donne un coup de main, donc je n'ai pas eu la photo. Et voilà l'enfant sorti, etc., qui va être récupéré donc, pour pouvoir être installé sur le ventre de sa mère une fois qu'on aura clampé le cordon. Alors, clampage du cordon, quand est-ce qu'on le fait? Tout de suite, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. On est plutôt sur un clampage, on a tout entendu sur le clampage précoce, clampage pas précoce. Est-ce qu'on met l'enfant plus haut, plus bas, au même niveau que la mère? Il y a des tas de recommandations. En pratique, on fait comme on peut. Et comme on peut, c'est plutôt le clampage dans les 5 premières minutes. Et si on est sur place, globalement, on peut clamper au bout de 1 à 2 minutes. Et c'est la première chose à faire de toute façon. On clampe le cordon avec 2 clans qu'on met à 10 cm de l'ombilic. On garde 10 cm de cordon. S'il y a des choses à faire après, style catévénée ombilicale parce que ça va mal, on pourra réutiliser le cordon. Si vous l'avez coupé à ras, on ne peut plus rien faire. Voilà. Donc c'est plus facile de raccourcir un cordon que d'essayer de l'allonger pour mettre un cathéter veineux. Voilà. Et on met 2 clans, et la section du cordon se fera entre les 2 clans. Alors je passe sur les techniques de ce côté-là. Qui est-ce qui sectionne le cordon? Le papa, la maman ou le docteur. Je ne vois pas d'autres personnes pour le faire. Ou l'infirmière. Et je ne vois pas d'autres personnes pour le faire. Voilà. Ça, c'est quand on est sur place. Quand on est en régulation et que l'enfant est né, les gens, ils ont des clans de barre. Chez eux, c'est bien connu. Donc, comme ils n'ont pas de clan de barre, qu'est-ce qu'ils utilisent? Alors, on utilise un lacet de chaussure. On n'utilise pas du fil de pêche, du fil à coudre, etc. C'est des choses qui, quand on serre bien, ça sectionne le cordon. Donc, ça ne clampe rien du tout. On fait mettre 2 nœuds pour être sûr que ça interrompt bien. Et au téléphone, vous ne faites pas couper le cordon. En régulation médicale, on ne fait pas couper le cordon au téléphone. On n'est jamais sûr que dans l'affolement général, le témoin de base, le papa, la maman, la belle-mère, etc., il va couper du bon côté. L'important, c'était d'interrompre la circulation. Ce n'était pas de sectionner le cordon. On le coupera dans 5 minutes, 10 minutes. C'est pas très gênant de ce côté-là. Mais
Ça ne fait pas partie des recommandations qu'on avait avant. Avant, on disait, bah oui, il faut couper le cordon. Non. Faites-le faire par des gens qui savent exactement comment on fait. Voilà. Et puis la délivrance, je vais en reparler après, mais voyez la position que je vous remontrerai ensuite pour la délivrance, puisqu'on doit récupérer le placenta et les membranes qui vont avec. Alors, on ne parle pas de l'enfant. Je voudrais juste quand même retenir quelques éléments. Vous notez l'heure de naissance. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas pour la déclaration de naissance. Oui, c'est bien de savoir qu'il est né à telle heure pour faire les papiers. C'est surtout pour le T0 de l'hémorragie qu'il y aura après. Parce que comme pour le traumatisé, le temps, il va compter et le temps, il passe très vite sur une naissance d'enfant. Parce que le premier quart d'heure, on s'occupe de l'enfant, on est content, on a vidé ses surrénales, on les regonfle un peu, le papa est rassuré, la maman va mieux et tout. Et là, le chronomètre, il continue à tourner. Et c'est là qu'on peut rater un certain nombre de choses. On évalue sa vitalité. Alors tout le monde connaît le score d'Apgar. Bon, il est bien beau le score d'Apgar, mais si on veut bien regarder, l'Apgar 10 à 1 minute, ça n'existe pas. Aucun enfant n'est rose à 1 minute de vie. Celui qui va très très bien, il est au moins bleu. Tout le reste, il est tonique, il crie, il n'y a pas de souci de ce côté-là, il a une bonne fréquence cardiaque, mais de toute façon, il restera bleu. Mais ça ne fait rien, on écrit toujours 10 quand même dans le carnet de santé. Mais vous étonnez pas qu'à 1 minute, l'enfant, il soit encore bleu. Bon, si à 5 minutes, il est encore bleu, là, peut-être qu'il faut vous poser des questions sur un certain nombre de gestes à faire, mais ce n'est pas le but de cette présentation. S'il y a besoin de le stimuler un petit peu pour qu'il respire, pour l'aider, il faut le stimuler. Comment est-ce qu'on stimule un enfant ? On le stimule en lui frottant le dos, en lui chatouillant la plante des pieds. Et en règle générale, 99 fois sur 100, surtout que c'est des enfants qui, sur des accouchements rapides et qui vont bien, ils démarrent très très vite. Clamper le cordon, j'en ai parlé. Alors maintenant, il y a des obstétriciens qui disent qu'il faut mettre 3 clans au cordon, sectionner un endroit, et puis entre les 2 clans restants, ils pourront faire des gaz du sang à la maternité après. Et ces gaz restent biologiquement valables, et c'est intéressant, pendant 1 heure. Donc les piquer à l'arrivée, ça peut être utile. Alors s'ils sont mauvais, on dit que ça s'est mal passé. S'ils sont bons, on sait que ça s'est bien passé. S'ils sont mauvais, ça veut dire que l'enfant il avait commencé à souffrir avant. Ce qui peut être intéressant quand même en termes de prise en charge de l'enfant, voire de responsabilité de l'accoucheur apprenti que nous étions sur le terrain. Bon, on le protège du froid, etc. Les principes de prise en charge de l'enfant, c'est le respect de la chaleur, de l'oxygène, du sucre et de la propreté générale, mais ce n'est pas le but donc, de cette présentation. Surtout, on va délivrer, 3e phase. Alors, pour la délivrance, il faut d'abord attendre 30 minutes. Il faut tirer sur le cordon pour le décoller le placenta. Il faut injecter de l'oxytocine. Il faut attendre que les contractions expulsent le placenta en entier. Il faut retirer le placenta de la filière génitale. Tic-tac, tic-tac. Allez, d'abord attendre 30 minutes. Non, la délivrance, elle se fait en 30 minutes. Donc, je ne commence pas par attendre 30 minutes. Il faut que ça aille plus vite que ça. Je ne tire pas sur le cordon pour décoller le placenta. Si vous regardez les sages-femmes faire en maternité, elles font des petites tractions douces sur le placenta. Mais c'est des professionnels, elles savent ce qu'elles font, elles ont l'habitude, elles sentent le truc. Donc elles ont le droit de le faire. Nous, il ne faut surtout pas qu'on les copie parce qu'on ne sait pas faire. Injecter de l'ocytocine, alors je vais en revenir sur ce que l'on appelait avant la délivrance dirigée. On va continuer à l'appeler délivrance dirigée pendant longtemps, même si ça fait 3 ans que ça s'appelle l'administration préventive d'oxytocine, qui est recommandée. Et puis attendre que les contractions expulsent le placenta en entier, mais c'est jamais. La dame, elle est couchée, le placenta, il ne peut pas sortir. Il sera expulsé de l'utérus, il restera dans le vagin et à moitié dans l'utérus. Le placenta qui sort jusqu'au bout comme ça, c'est valable chez la dame qui a accouché accroupie. Merci la physiologie des Africaines. Elles font les choses bien pour être délivrées. Nous, on a fait les choses très mal pour justement avoir des ennuis. Voilà. Et donc, il faut retirer ce placenta. Après la délivrance, je vérifie les paramètres vitaux, je regarde les pertes spontanées, j'appuie sur le fond de l'utérus, on est après la délivrance. Je débute une perfusion de 10 unités de Synto en 30 minutes à 1 heure. J'effectue plusieurs séquences de massage utérin. Qu'est-ce qu'il y a de juste ? Bon, c'est un peu dur de réfléchir à tout quand on a déjà été bombardé de questions. Tout est juste. Voilà, c'est facile. Voilà, je vérifie les paramètres vitaux, je vérifie si elle saigne, j'appuie sur le fond de l'utérus qui permet de voir si le placenta éventuellement est décollé, mais ça permet aussi de faire sortir le sang. Je débute le syntocinon une fois qu'elle est délivrée. Pardon, une fois qu'elle est délivrée, le placenta est déjà décollé, excusez-moi. Le massage utérin qui permet d'entretenir la tonicité de l'utérus, mais également de la vérifier. Alors la délivrance, ça se passe comment ? Chronologiquement, c'est en moins de 30 minutes. Qu'est-ce qui aide à la délivrance ? Ce que l'on appelait donc avant la délivrance dirigée, qui s'appelle donc l'administration préventive d'oxytocine, ça permet de raccourcir le délai entre la naissance et la délivrance et ça limite le risque d'hémorragie du postpartum. D'où la nécessité de noter les heures sur ce qui est fait. La délivrance physiologique,
c'est 50 à 300 millilitres de sang. Physiologiquement, elle doit perdre 300 millilitres de sang. Donc il n'y a rien d'étonnant de ce côté-là. Comment ça se passe? On a une reprise des contractions et le placenta se décolle. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic du décollement placentaire? Alors c'est un petit peu compliqué, on appelle ça le déplissement du segment inférieur. Le segment inférieur, c'est la partie de l'utérus qui se développe en fin de grossesse, enfin sur le 2e et le 3e trimestre de la grossesse. Vous avez le fond de l'utérus d'un côté, vous avez le col de l'autre, et cette partie-là, elle se développe. Dès que l'enfant est sorti, cette partie se ratatine, il n'y a plus grand-chose à l'intérieur, et donc on va le déplisser, on met la main au-dessus du pubis et on remonte l'ensemble, puisque ça peut se déplisser comme un accordéon qu'on réouvrirait, en quelque sorte. Si le placenta est collé, encore adhérent, non décollé, il va remonter, puisqu'il est au fond de l'utérus, il va remonter. Et comment est-ce qu'on voit ça? On voit ça avec notre clan de barre qui est resté en bas. Là, c'est une pince qui va remonter. Si quand on déplisse le segment inférieur, l'utérus remonte, mais le placenta, lui, ne remonte pas parce qu'il est décollé, cette partie-là ne va pas bouger. Donc le placenta est décollé, s'il est décollé, il doit sortir. Donc madame, vous poussez pour le sortir et on profite d'une contraction pour le faire faire. Éventuellement, on la verticalise un petit peu et il sortira beaucoup mieux. Voilà. Et là, pour aider à sortir, effectivement, en appuyant un peu sur le fond de l'utérus, ça peut aider les choses. Et quand on récupère le placenta dans sa sortie, on l'entortille sur lui-même ici, simplement parce que les membranes, il faut bien imaginer que l'enfant, il était dans une poche, c'était des membranes, un placenta, un enfant, du liquide amniotique. Le liquide est parti, l'enfant est parti, on a le placenta, mais quand ça se décolle, le placenta sort et les membranes, elles sont encore autour, c'est-à-dire qu'on le sort à l'envers. On va sortir les membranes retroussées à l'extérieur. C'est un petit peu comme un sac plastique, et si on ne veut pas que ça se déchire, en l'enroulant sur lui-même comme ça permet aux membranes d'être tout ensemble et ça leur évite de se déchirer. D'où la photo que je vous montrais ici, où on voit, alors ce n'est qu'une photo, on n'imagine pas la cinétique, mais on sent quand même qu'elle est en train de tourner le placenta sur lui-même comme ça, de façon à ce qu'ici, les membranes puissent être enroulées et ne pas être déchirées. Si elles ne sont pas déchirées, elles ne restent pas à l'intérieur. Parce que malheureusement, un utérus, il se contracte que s'il est vide. Il ne faut pas qu'il y ait de sang, il ne faut pas qu'il y ait de placenta, il ne faut pas qu'il y ait de cotylédon, il ne faut pas qu'il y ait de membrane. Voilà. Sinon, il ne se contractera pas. Et s'il ne se contracte pas, il saigne. Alors la délivrance, justement. J'ai parlé de cette délivrance dirigée, l'administration préventive d'oxytocine. Alors l'oxytocine, c'est la DCI de l'ocytocine, qui est la molécule physiologique, et qui est donc commercialisée sous le nom de syntocinon. Alors, cette délivrance dirigée, cette administration préventive d'oxytocine, disons les choses correctement, c'est un truc qui est vachement récent comme utilisation. C'est une recommandation de l'OMS de 1975. Ça fait quand même déjà un bon bout de temps que c'est recommandé. C'est 5 unités de syntocinon au dégagement de l'épaule antérieure. C'est ce que vous diront vos copains obstétriciens et sages-femmes. Oui, mais nous, en SMUR, le dégagement de l'épaule antérieure, d'abord, il faut être sûr qu'elle soit bien dégagée, et puis on a un peu autre chose à faire à ce moment-là. Ce qui fait que la recommandation pour les SMURistes, c'est une fois que l'enfant est sorti, et dans les 5 premières minutes. Alors, dans les dernières recommandations de 2010, j'avais piloté ces recommandations d'ASFAR, SFMU et du Collège des gynéco-obstétriciens, on avait dit 1 minute. Depuis, les choses ont changé, on peut aller jusqu'à 5 minutes. Ça veut dire en pratique que vous êtes présent pour l'accouchement, vous faites le synto après la sortie complète de l'enfant. Vous arrivez, l'enfant est déjà né, et depuis plus de 5 minutes, ou de toute façon, s'il est déjà né, vous allez arriver, vous occupez de l'enfant, vous occupez de la mère, vous n'avez pas le temps de faire le synto dans les 5 minutes. Vous ne faites pas cette administration préventive d'oxytocine parce que c'est trop tard. Je ne vais pas passer sur les complications que ça entraîne si on la fait trop tard. Mais surtout, faites-la avant. Je vous ai dit dans les chiffres, 1 fois sur 2, même pas 44%, elle est effectuée que dans 44% des cas où elle est possible. C'est-à-dire que l'équipe SMUR, elle est sur place, elle peut tout faire. Dans 44% des cas, elle l'a fait. Dans 56% des cas, elle ne l'a pas fait. C'est le meilleur moyen de prévention de l'hémorragie de la délivrance. C'est quand même dommage de s'en priver. Voilà. Vous gardez le placenta, vous l'emmenez à la maternité, les sages-femmes vont le réexaminer pour savoir s'il est bien complet, etc. Et puis, on entretient avec les utérotoniques, on entretient cette tonicité utérine, et puis le massage utérin, qui est de la palpation comme ça. Alors vous commencez vous-même pour savoir si c'est tonique ou pas. Après, vous y mettez le papa. 1, ça vous libère vous. 2, ça l'occupe lui. Toujours est-il que tout accouché doit être délivré avant d'arriver à la maternité, puisque c'est dans 30 minutes. Et de toute façon, même celle qui accouche ici, pour aller à la maternité à Bressuire, en moins de 30 minutes, je vous affirme que ce n'est pas possible. Le temps de s'en occuper, d'arriver au bout. Voilà. Surtout si c'est au moment où elle accouche, on s'occupe de l'enfant, donc il y a un certain temps de ce côté-là. Voilà comment ça se passe. On n'a pas parlé d'un certain nombre de choses. On n'a pas parlé de l'équipement de la patiente. Quand même, on est SMURiste, alors il faut les monitorer quand même, ces patientes. On n'a pas parlé de la douleur. Ça fait un peu mal quand même d'accoucher. On n'a pas parlé de l'épisio, puis accessoirement les papiers. Alors, l'équipement de la patiente. La voie veineuse, la voie veineuse périphérique, oui. On peut penser au groupage sanguin. Si la dame elle est loin de sa maternité, qu'elle n'a pas sa carte de groupe, au moins le premier groupage, ça pourra être utile après. C'est si on peut le faire.
Et puis sinon, on met du chlorure de sodium tout bête en garde-veine. Il n'y a pas de raison de mettre quelque chose de particulier. Le monitorage maternel, le scope, la PNI, le saturomètre, c'est bien sur quelqu'un de calme. La dame qui pousse, je vous mets au défi qu'elle garde la saturation, que les électrodes du scope ne se détachent pas, et puis alors prendre la pression artérielle quand elle contracte ses bras comme ça, on est sûr qu'on n'aura aucun résultat. Donc oui, c'est bien de monitorer. En pratique, on n'en fait rien du tout. Donc vous emmerdez pas avec des fils et des trucs comme ça qui, de toute façon, vous donneront rien. Par contre, une fois qu'elle aura accouché, que l'enfant est dehors, oui, il faudra le faire. Voilà. Donc après la sortie de l'enfant, il y a plein de choses à faire. Le monitorage fœtal. Alors, on a des grands spécialistes de l'échographie, mais ils ne vont pas vous parler du monitorage fœtal après. Non, c'est pas le but. Oui, à condition de savoir faire, et surtout à condition que ça modifie notre conduite à tenir. Donc déjà, il faut savoir faire et il faut modifier la conduite à tenir. Alors il y a un SMUR en France qui a essayé de faire ça avec des résultats positifs, mais enfin il est le seul et sur une petite série, donc on ne peut pas en tirer grand-chose. Et puis pensez à monitorer l'enfant quand même une fois qu'il est né sur sa fréquence cardiaque et sa saturation, en se souvenant des paramètres très différents de l'enfant, parce que l'enfant il doit taper à 120, 140, c'est physiologique. Et une saturation de nouveau-né, la première saturation à 1 minute, quand il va très bien, c'est combien? La saturation du nouveau-né, c'est 85%. Voilà, il ne faut pas dire « Oh là là, il a 86, c'est grave ». Non, c'est physiologique. Dans 5 minutes, il aura plus. Mais il n'aura pas 99. Voilà. Alors, question, pour prendre en charge la douleur, puisqu'on en a parlé, je lui fais une locale, je lui fais du paracétamol, je lui injecte de la morphine en titration, j'utilise le protoxyde d'azote, ou je ne lui fais rien parce qu'elle gère sa douleur. Donc, les hommes ne savent pas répondre. Les femmes qui ont accouché, alors ça fait mal. Celles qui ont accouché à domicile, elles vont pouvoir répondre. En pratique, l'anesthésie locale, c'est uniquement pour l'épisio, on va en parler après. Le paracétamol, quand on a eu des contractions, entre la douleur de la contraction et l'efficacité du paracétamol, ça ne risque pas de marcher. Donc ça ne sert à rien. La morphine, ça ne va pas, ça va passer à l'enfant. Enfin, il y a un CHU pas extrêmement éloigné d'ici qui préconisait la morphine en titration. C'est non et jamais, il n'y a pas d'exception. Le protoxyde d'azote, le Méopa, oui, les sages-femmes l'utilisent en maternité, vous pouvez le faire. Mais surtout en pratique, ne rien faire, ça va très bien parce que ce n'est pas du tout la même cinétique, ce n'est pas du tout le même contexte. Vous auriez eu la même dame à l'hôpital, elle avait besoin de sa péri. À domicile, elles sont beaucoup plus zen de ce côté-là. Elles gueulent un bon coup, mais en pratique, il n'y a pas de... Elles ne s'en souviennent pas après, elles sont très heureuses. Voilà. Alors l'analgésie, donc j'en ai parlé, le Méopa, puis éventuellement les indications, il n'y en a pas franchement, surtout qu'il ne faut pas trop la déconnecter. Alors c'est le Méopa tenu par elle-même, ce n'est pas quelqu'un qui lui colle le Méopa comme on le fait chez les traumatisés ou chez les enfants à qui on veut mettre une voie veineuse. Voilà. L'épisiotomie. Ah, l'épisiotomie. Alors il y a 30 ans, toutes les femmes qui accouchaient, elles avaient droit à une épisio, ou presque. Alors aucune étude n'a montré son efficacité sur les préventions des lésions graves au niveau du périnée. Donc ça ne se fait plus. Les seules indications, ça serait le gros bébé, c'est le siège, on en a très peu. La présentation de la face, c'est pas pour nous. Et puis la non-progression de l'enfant, mais la non-progression de l'enfant, elle accouche à la maternité parce qu'effectivement, c'est très très long. Voilà. Alors, je vais pas trop... Je croyais que j'avais supprimé ces diapos d'ailleurs, pardon. Je vais pas trop m'étendre dessus. Je voulais simplement dire qu'un certain nombre de choses. L'épisio, ça se fait d'une certaine façon avec des ciseaux à bout rond, 5 cm, qu'on coupe d'un seul coup. L'angle, ce n'est pas en direction évidemment du sphincter anal, il ne faut pas aller abîmer le sphincter anal, donc ça part sur le côté, c'est entre 7h et 8h, l'inclinaison de l'incision. Voilà. Et c'est bien de le faire avec une locale quand on peut, et sinon c'est au moment d'une contraction, quand le périnée est bien tendu, quand la douleur de la contraction va un peu masquer la douleur du reste, et en protégeant la tête de l'enfant, vous voyez, avec la main gantée qui protège la tête de l'enfant pour ne pas aller l'abîmer. Voilà. Surtout, vous ne faites pas, je suis désolé, celle-là, c'est de la photo, elle sort du service où je bosse, donc j'en ai honte. Donc c'est pas faute d'essayer de former les gens, mais ils ont fait ça. Donc si c'est pour faire ça, vaut mieux rien faire. Quand on sait que 1, il n'y en a pas besoin, 2, ça ne protège pas, et 3, on est susceptible de faire des conneries, remballez votre épisio. Elle est horrible. Hein. On n'a pas parlé des formalités médico-légales. Alors, tout bêtement, vous avez des choses très simples. Il y a un dossier médical pour la mère, il y a un dossier médical pour l'enfant. C'est 2 dossiers médicaux distincts. Surtout qu'ils ne vont peut-être pas arriver forcément au même endroit après. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, les papiers que les sages-femmes vont vous demander à l'arrivée à la maternité, elles vont vous le demander à juste titre. Le certificat d'accouchement. Le certificat d'accouchement, il est rédigé par celui qui peut témoigner du lien mère-enfant. J'ai vu naître l'enfant.
Voilà. On met la date, l'heure, le lieu, on dit que l'enfant est né vivant et viable, et on donne le sexe de l'enfant. C'est tout. On n'a pas besoin du nom de la dame, on n'a pas besoin du nom de l'enfant, etc. C'est j'ai vu naître tel jour à telle heure un enfant de sexe masculin, né vivant et viable, point. Ça, c'est si on peut témoigner. Si on peut témoigner, c'est-à-dire si on était là pour la sortie de l'enfant, et on l'a vu, ou si l'enfant est toujours relié à sa mère par le cordon. Si le cordon a été coupé par le papa, par les pompiers, l'enfant est déjà né quand vous arrivez, vous ne pouvez pas témoigner que la dame qui est là avec le cordon qui pendouille, elle correspond au bébé qui a le cordon qui pendouille aussi, même si les deux, ils ont l'air de bien aller ensemble. Des substitutions d'enfants, ça a été publié. Bon, des circonstances un peu particulières, c'est plutôt des camps de réfugiés, ce genre de choses, mais ça arrive. Vous imaginez les conséquences derrière, parce qu'une fois que vous avez signé qu'elle a accouché, etc., elle est mère et tout ce qui va avec. Voilà. Ce certificat, donc, c'est quand on peut témoigner de l'ensemble. Ah ouais, j'étais pas là, il n'y avait personne pour témoigner. Alors, il y a toujours quelqu'un qui peut témoigner de l'accouchement. Hein. C'est la mère. Donc, dans le pire des cas, c'est elle qui fera le truc. Ce n'est pas un certificat médical. Il est médical si c'est un médecin ou une sage-femme qui le rédige. Autrement, c'est un certificat. Voilà. C'est dans le Code civil depuis Napoléon. Donc, ça fait un certain temps qu'on doit déclarer les enfants qui sont nés. Voilà. Et c'est ça qui est donné à l'état civil et qui permet de faire ce que l'on appelle l'acte de naissance. Donc, c'est un certificat d'accouchement que vous donnez à la maternité, et ça sera l'acte de naissance après. Bon, ça s'est bien passé, mais il y a des fois où le bébé il est coincé. Comment est-ce qu'on fait pour le sortir et pourquoi est-ce qu'il est coincé? Alors, il est coincé dans différentes circonstances, qu'on appelle la dystocie d'engagement. La dystocie d'engagement, vous n'en verrez pas, parce que c'est sur des gros bébés qui n'arrivent pas à descendre, et elles mettent tellement longtemps pour accoucher que vous êtes arrivé 10 fois à la maternité la plus éloignée de chez vous. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La dystocie des épaules, la vraie dystocie des épaules, ça arrive aussi. C'est aussi parce que le bébé il est trop gros et qu'il n'arrive pas à passer dans le bassin. Alors la tête est sortie, mais les épaules n'arrivent pas à sortir. Alors pour arriver à le faire sortir, ce bébé qui est trop gros, qui n'arrive pas à descendre, ben déjà il faut que la maman se positionne très correctement. Donc il faut vraiment une très importante hyperflexion des membres. Et puis il faut aider l'épaule à passer sous la symphyse pubienne et on appuie au-dessus pour toc, la faire passer sous la symphyse pubienne et ça dégage l'enfant. Mais c'est vraiment uniquement pour les gros bébés, ça reste exceptionnel, c'est la vraie dystocie des épaules. C'est 5% des accouchements dans notre observatoire, 5%. Et encore, on a plutôt l'impression que c'est parce que le smuriste, il ne savait pas bien et qu'il a appuyé un peu parce que ça ne sortait pas, mais qu'en fait, il n'y avait pas de dystocie, parce que ce n'est pas autant que ça en maternité. Par contre, la fausse dystocie d'épaule, ça arrive. Mais la fausse dystocie des épaules, sur le schéma que je vous montrais tout à l'heure et qui dépendait de votre installation, si vous tirez horizontalement pour sortir l'enfant, eh ben, l'épaule, elle va coincer ici dans la symphyse pubienne et il ne sortira jamais. Accessoirement, on va lui étirer le plexus brachial, donc il va sortir avec un bras comme ça quand il sera dehors, mais de toute façon, mécaniquement, il ne peut pas sortir. D'où l'intérêt d'être installé correctement pour pouvoir être vers le bas et travailler plus bas que l'installation de la patiente. Voilà. Il y a un problème avec le cordon. Alors, j'en ai parlé. Le circulaire du cordon. Le circulaire du cordon, ben, il y a deux options. Alors, c'est le cordon qui fait le tour du cou. Alors, le circulaire, il peut être lâche, et quand on le sent, ben, on va tirer un petit peu dessus, on va le déplisser, puis on va pouvoir... le dégager au niveau de la face. C'est l'immense majorité des cas des circulaires. Sur les 15% de circulaires, c'est 14,5% de... et puis 0,5% pour les circulaires qui sont serrés. Circulaire qui est serré, ben on ne peut pas tirer dessus parce qu'on risque d'arracher le cordon. Et là, ce n'est pas bon pour l'enfant parce qu'on risque de le faire saigner alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère et puis on n'aura plus rien pour clamper ensuite. Parce que le cordon, il ne se déchire pas au milieu. Hein. Il s'arrache ici. Et là, il n'y a plus rien pour clamper une fois qu'il est arraché. Quand le circulaire est serré, ben on le clampe, 2 clampes. On sectionne entre les deux, et puis là, il faut qu'il naisse rapidement parce qu'il est plus oxygéné. Donc, on le fait juste avant la contraction, et puis là, il faut qu'elle pousse et qu'elle le sorte. Donc, c'est vraiment, on le fait juste avant la contraction finale, et là, on l'aide un peu à pousser, on l'engueule un peu, enfin, on l'engueule avec empathie, pardon. Il faut participer avec elle, et éventuellement, en appuyant un petit peu sur le ventre pour être sûr que l'enfant puisse sortir. Ça, c'est le circulaire. La procidence du cordon. Vous savez, normalement, pour sortir un enfant, enfin, une naissance, c'est un enfant, un cordon, un placenta dans cet ordre-là. Si c'est un placenta en premier, placenta prévia, c'est pas bon. Et si c'est un cordon en premier, c'est pas bon non plus. C'est la procidence. Dans la procidence du cordon, ben, le diagnostic il est simple. On examine et puis on sent le cordon au lieu de sentir la tête. Ça, c'est juste assez catastrophique pour l'enfant parce que la tête de l'enfant, elle va appuyer sur le cordon ici et elle le clampe en quelque sorte. Donc l'enfant n'est plus vascularisé. Et on ne peut pas remettre le cordon à l'intérieur. Il n'y a pas de moyen d'aller le repousser. Donc, il va naître par césarienne. Vous êtes à domicile, c'est mal barré. Et ben, la seule solution, c'est de garder la main, et c'est la main ou au moins 3 doigts pour repousser la tête du bébé pour pas qu'il appuie sur le cordon. La mettre en train de labour, ça évite à la tête d'appuyer dessus. Éventuellement l'étocolytique, voilà. L'oxygène,
Ça m'améliorera peut-être ce qui passera à l'enfant. Et on garde cette position-là jusqu'à la naissance de l'enfant par césarienne. C'est-à-dire que celui qui a fait le diagnostic, il garde les doigts à l'intérieur jusqu'à ce que l'obstétricien vienne lui toucher les doigts parce qu'il est en train d'opérer la dame. On la met sur le matelas coquille, on brancarde les escaliers, on roule, on arrive à la maternité, on la jette sur la table du bloc, on fait l'asepsie, il sort le gamin, et au moment où il sort le gamin, on est toujours en dessous et on le tient. C'est la seule solution pour sauver l'enfant. Ça se fait en maternité. Ben, à nous de le faire quand ça nous arrive. Ça m'est arrivé personnellement. En SMUR 2 fois. Une fois, alors le cordon il pendouillait et le médecin sur place avait eu la bonne idée de faire descendre la dame 3 étages de son HLM à 15 km de Lyon. L'enfant il a fini par sortir et il était en train de convulser à la naissance tellement il convulsait d'hypoxie. Puis la deuxième fois, j'avais la chance d'avoir une étudiante sage-femme avec moi, elle l'a examinée, elle me dit non, elle me donne des centimètres, elle avait raison, moi je ne savais pas. Et puis avant de partir, je dis réexamine pour voir. Au moment où elle réexamine, elle sent le cordon. Je lui dis tu sais ce qu'on fait ? Ben oui, mais je dis tu bouges pas et on y va comme ça. Et donc, elle a compris ce que c'était, même si elle en a vu d'autres forcément avant et après. Voilà. Le siège. L'accouchement le plus facile, qui nous terrorise tous. Alors, je vais passer sur la fréquence des sièges, c'est quand même rare. Et puis les différents types de sièges, complets, semi-décomplétés ou semi-complets. Pour l'accouchement par le siège, il faut pratiquer une épisio, faire pousser lorsque le siège est à la vulve, bien tenir l'enfant pour pas qu'il remonte, faire tourner l'enfant pour que le dos soit en arrière, tirer si la tête est coincée. Vous savez, il sort à l'envers, donc la tête, elle sort en dernier. Et la maman, elle est fatiguée. Qu'est-ce qu'il y a de vrai ? L'épisio, oui, c'est recommandé, on l'a fait un peu à froid avant. C'est-à-dire que là, on a le temps de faire la locale, d'attendre les 5 minutes, 5 fois 1 minute, que la locale soit bien efficace pour pouvoir faire l'épisio. On fait pousser que quand les fesses apparaissent à la vulve. C'est-à-dire qu'avant, il y a un pied, puis les tibias, puis les genoux, puis le fémur. Tout ça, on ne fait rien. Ça peut prendre une demi-heure, 3/4 d'heure. Et on attend et on ne touche à rien. Et madame, maintenant que je vois les fesses du bébé, maintenant vous allez pousser. Parce que les gros morceaux, ça reste quand même les épaules et la tête. C'est ce qui sort en dernier. Voilà. Donc vous ne touchez à rien. Et si l'enfant a l'air de descendre et puis des fois de remonter un peu, pour dire « Ouh là là, je le retiens ». Alors, on ne touche pas l'enfant. Les conditions ne sont pas remplies là. Mais si j'avais quelqu'un là comme ça vers moi, je me passerais derrière et puis je le prendrais comme ça. Et quelqu'un qui ne sait pas qu'on va lui toucher là, la première chose qu'il fait, c'est ça. Il relève les bras. Et le bébé relève les bras dans le ventre de la mère et quand il relève les bras, il prend un appui sur la symphyse pubienne et le promontoire et il reste. Et là, il ne sortira jamais. Donc soit on le sort par en haut, césarienne, soit il faut arriver à le remettre dedans avec des manœuvres que les obstétriciens des fois révisent quand il faut les faire. Donc nous, c'est même pas la peine de les apprendre. Voilà. Et puis le dos de l'enfant doit tourner en avant et ça c'est capital parce que s'il tourne en arrière, l'enfant va sortir comme ça et son menton va s'accrocher derrière la symphyse pubienne. Donc c'est le seul cas où il faut toucher le siège. Voilà. Bon, je vais passer dessus. Voilà comment il sort. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est l'accouchement le plus facile, puisqu'il ne faut rien faire. C'est dur des fois de rien faire. Quand on est urgentiste, ne rien faire, c'est pas dans notre culture. Voilà. Mais ne faites rien et c'est comme ça que ça se passera le mieux. Voilà. Une amie sage-femme m'a dit « T'as qu'à leur dire, ils ne mettent pas de gants quand il y a un siège. » Parce que quand on n'a pas les gants, quand même, on a moyennement envie d'y mettre les mains. Voilà. Sur la rotation du dos, j'en ai parlé. Voilà ce qui se passe si le dos est tourné du mauvais côté. L'enfant reste coincé de ce côté-là. Voilà. Et puis le relèvement des bras, c'est une manœuvre qui est un petit peu compliquée à réaliser et que personnellement, je me refuse d'apprendre pour moi-même et à enseigner à mes confrères. Voilà. Je vais passer là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir sur le siège ? On rompt la poche des os le plus tard possible, mais à domicile, c'est elle qui a rompu. L'épisio qui est systématique. On fait pousser que quand on voit les fesses. On observe, on ne touche à rien et le dos doit tourner en avant. Voilà. Et puis si j'ai dit une petite anse au cordon lorsque l'abdomen est dégagé, c'est-à-dire quand l'enfant est sorti complètement, enfin pas complètement, qu'il est jusque-là, on a le cordon qui est ici, alors on en déplisse une partie de façon à ce que ça ne tire pas quand il va être expulsé. Voilà, mais c'est juste une petite boucle de sécurité en quelque sorte. Voilà pour la partie accouchement. On continue avec l'hémorragie alors du coup, Camille ? Là, on était dans la physiologie, quelques situations un petit peu particulières. L'hémorragie du postpartum en 10 questions. Allez, vous répondez à toutes les questions et ceux qui n'ont pas la moyenne, ils restent ce soir, ils font le ménage.
Allez, je reprends. L'hémorragie du postpartum complique un accouchement sur 20. Ben oui, c'est vrai, c'est 5% des accouchements. Le décès est évitable une fois sur 10. Quand il y a une mort par hémorragie, on pouvait l'éviter une fois sur 10. 8 fois sur 10. C'est énorme. Un décès évitable 8 fois sur 10, on n'a aucune pathologie où on trouve ce genre de choses. Voilà. Les facteurs de risque sont absents une fois sur 5. Il n'y a pas de facteur de risque dans 20% des cas. Non, il n'y a pas de facteur de risque une fois sur 2. Donc c'est totalement imprévisible. Donc même si celle qui va bien, elle peut saigner. Voilà, c'est rien de prédictif. Les recommandations sont suivies une fois sur 3. Alors oui, c'est vrai, en maternité, vous imaginez les équipes obstétricales sur des séries de tas de maternités, une fois sur 3, elles ont suivi toutes les recommandations. Donc vous imaginez nous qui les connaissons mal et qui avons toujours l'excuse de ne pas tout faire, on doit être encore pire. L'hypotonie utérine est la cause la plus fréquente. Oui. Le saignement est rapidement extériorisé. Quand ça saigne, vous le voyez. Oui, si vous le recherchez. Parce que si vous n'allez pas appuyer sur le fond de l'utérus, vous ne verrez pas le sang. Dans un utérus où il y avait un bébé de 3 kg et 1 litre de liquide amniotique, pour mettre 1 litre de sang dedans, c'est facile, hein, ça ne se voit pas dehors. Et ça ne sort pas. Surtout qu'elle est couchée sur le dos. Si elle était debout, on le verrait. Voilà. Donc il faut le rechercher. La délivrance doit avoir lieu dans l'heure qui suit la naissance. Bon, moi, je sais que vous allez me répondre. Non, puisque c'est 30 minutes. Il faut délivrer avant de transporter. Alors, je suis désolé, mais là, c'est non. C'est non, pourquoi? Parce que autant l'accouchement, on peut le faire à domicile. Une fois qu'on est prêt à partir, on part. On peut la délivrer pendant le transport. Il n'y a pas besoin d'une mécanique, d'une installation très particulière. Il faudra peut-être la verticaliser un petit peu, mais on peut mettre à profit le temps de début du roulage. Comme ça, si ça saigne, eh ben, on aura déjà fait 5 ou 10 minutes de trajet. Voilà. La délivrance dirigée ne peut être réalisée qu'en maternité. C'est non. Hein, l'administration préventive d'oxytocine, c'est vous qui pouvez la faire. Et puis on refait du synto jusqu'à ce que l'utérus soit tonique. Non. C'est-à-dire qu'il y a quand même des limites à ne pas dépasser. Alors justement, la fréquence. L'hémorragie postpartum, c'est la première cause de mortalité maternelle en France. On meurt d'hémorragie. 80% des décès sont évitables. Voilà. Le volume, qu'est-ce que ça représente? Il y a une définition, c'est plus de 500 millilitres de sang. Ouais, mais il faut encore arriver à le rechercher. Et vous voyez que dans 1% des accouchements, c'est supérieur à 1 litre déjà spontanément. Voilà. Souvent, on sous-évalue le saignement. On voit qu'il y a du sang, mais il est difficile à évaluer. Et c'est bien toléré. Les femmes enceintes, elles sont jeunes, belles, en bonne santé. Elles ont une hypervolémie de fin de grossesse. Elles peuvent perdre 1 litre. Elles ont toujours une tension. Elles ont toujours une fréquence cardiaque normale. Puis quand elles ont perdu 1,5 litre, elles passent de 12 à 5 de tension et elles passent de 70 à 120 de fréquence cardiaque. Mais c'est déjà trop tard. Voilà, donc il faut vraiment suivre les choses. Une artère utérine, ça saigne. C'est combien le débit d'une artère utérine? Une artère utérine d'une femme non enceinte, un utérus. Par minute. Et un utérus à terme, c'est 6 millilitres minute quand elle n'est pas enceinte. Ça ne fait pas grand-chose. 300 millilitres minute quand elle est enceinte, en fin de grossesse. 300 minutes. Et il y a 2 artères utérines, 600 000 minutes. Et je passe sur les cervico-vaginales, etc. Un utérus qui saigne, ça saigne plus qu'une rate. Alors en tant qu'urgentiste, on a tous vu des rates saigner. Eh bien, il faut savoir qu'un utérus qui saigne, c'est pire qu'une rate en termes de débit. Donc on n'a pas intérêt à avoir les 2 pieds dans le même sabot. Les facteurs de risque, il y en a un certain nombre, je ne vais peut-être pas les redétailler, puisque je vous ai surtout dit qu'une fois sur 2, il y avait pas ces facteurs, on ne retrouvait pas ces facteurs de risque, donc il faut surtout être vigilant d'une manière générale. Alors comment est-ce qu'on en fait le diagnostic de l'hémorragie postpartum? C'est très facile quand on y pense. Donc c'est difficile quand on ne s'en préoccupe pas, parce qu'on sous-estime et parce que la pression artérielle, la fréquence cardiaque et le temps de recoloration capillaire ne sont pas corrélés à l'hypovolémie. En pratique, c'est le sac de recueil qui permet de savoir ce qui se passe, et puis c'est de chronométrer. Donc il est important de faire les choses correctement. On met un sac de recueil pour recueillir le liquide amniotique, l'urine, les selles, etc. Et puis après, il faut quantifier le sang qui est à l'intérieur. Voilà. Alors les sacs spéciaux à double machin en plastique, ça coûte 1,50 €. Ce qui, quand même, dans un budget hospitalier, doit pouvoir passer sans une ligne de crédit particulière. Voilà. Mais des fois, on se bat pour avoir ça, sans parler du chronomètre.
Comment est-ce qu'on prend en charge cette hémorragie de la délivrance? Eh bien, c'est surtout la prise en charge active de la délivrance dont on a parlé. C'est la vessie qui doit être vide. Il faut que la dame elle ait fait pipi, mais vous lui demandez avant. Des fois, elle a pissé juste avant. Si elle a pissé, ben, c'est très bien. Hein. L'utérus ne se contracte que si la vessie est vide, et il se contracte que si lui-même est vide. C'est les utérotoniques, l'administration préventive d'oxytocine, on en a parlé. 5 unités à l'épaule antérieure en maternité, mais 5 unités à la sortie de l'enfant pour nous, les urgentistes. On ne tire pas sur le cordon pour le faire sortir. On retire le placenta quand il est décollé, et on le retire de la filière génitale. Vous avez transporté des dames qui n'étaient pas délivrées. Vous arrivez jusqu'à la maternité, ça fait 45 minutes, elle n'est toujours pas délivrée. Et puis la dame, elle va passer sur la table d'accouchement. Et curieusement, comme elle va bien, on ne la prend pas couchée en traction, machin et tout. Madame, vous vous glissez à côté. La dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'assoit et toc, le placenta sort. Oh, elle se délivre à ce moment-là. Non, elle était délivrée depuis 20 minutes et comme on est mauvais, on ne s'en était pas rendu compte et qu'elle a peut-être saigné pendant ce temps-là. Voilà. Et ça, je pense que vous l'avez vécu, celle qui se délivre comme par hasard devant la sage-femme à l'arrivée. Voilà. Alors les sages-femmes sont polies, elles nous disent « Ah oui, elle vient de se délivrer ». Je sais ce qu'elle pense derrière, à juste titre. Et puis en entretien avec le Syntocinon, c'est 10 unités en 20 à 30 minutes. Si l'utérus est bien tonique, on peut en faire moins. Dans les recommandations, les dernières du CNGOF, c'est on n'en fait pas si l'utérus est tonique. On n'en fait pas du tout. Pour nous, on peut en faire, ce n'est pas complètement négatif. Voilà. Et puis il faut évaluer ce saignement. Comment est-ce qu'on prend en charge initialement? C'est très simple, hein, l'hémorragie du postpartum, c'est du remplissage vasculaire avec des cristalloïdes, c'est de l'oxygène, c'est un traitement basique d'un choc hémorragique. Si c'est une inertie utérine, c'est les utérotoniques, l'oxytocine. Si la délivrance n'est pas faite, c'est une révision utérine. Si elle est faite, il faut aller chercher les morceaux de cotylédon, de membrane, de caillots qui sont à l'intérieur. Ça, c'est des gestes qu'il faut connaître, mais on n'a pas l'expérience pour les faire, qui justifient une sédation. Elles n'ont pas de péridurale ou de rachianesthésie. Donc c'est une dame choquée, qui saigne, qui a un estomac plein. Je vais lui faire un geste où je serai en bas et pas à la tête. Donc c'est une sédation complète et je l'intube. C'est quand même chercher la guerre que d'essayer de se lancer dans ce genre de choses. D'où l'intérêt quand même de travailler un petit peu au chronomètre pour pouvoir faire ce genre de choses. Surtout que c'est une technique que l'on ne maîtrise pas. Voilà, parce qu'on n'en fait jamais. Ça peut être les lésions cervico-vaginales, elles ont fait des brèches le long et ça saigne, mais il faut un examen sous valve et puis des yeux expérimentés, donc ça sera les sages-femmes ou les obstétriciens qui feront. Ça peut être une coagulopathie, et quand on regarde bien les choses, au final, il faut optimiser le temps pour qu'il y ait des spécialistes qui s'en occupent réellement. Quand ça s'aggrave, qu'est-ce qu'on fait? Pensez au temps, hein, le chronomètre c'est vachement important. On traite le choc hémorragique comme normalement, avec l'oxygène, le remplissage vasculaire. Est-ce qu'il faut arriver jusqu'au colloïde? Peut-être, ça dépend. L'hexacyle, l'acide tranexamique. Alors, par analogie avec ce que l'on fait sur les autres causes de choc hémorragique, c'est oui. Il y a une étude en cours actuellement dans les milieux obstétricaux qui n'a pas encore donné ses résultats. Les résultats intermédiaires sont plutôt positifs. Donc on peut le faire par analogie avec, jusqu'à ce que ça soit validé. Puis si elle saigne trop, les amines, comme on le fait habituellement en termes de compléments vasoconstricteurs quand on n'arrive plus à tenir le choc hémorragique avec le remplissage. Il faut penser à remettre en cause l'étiologie initiale, bien évidemment. Et puis, je passe sur les éléments complémentaires, parce que là, il n'y a qu'un ami obstétricien qui va pouvoir vous dire qu'il faut faire des prostaglandines pour améliorer la tonicité de l'utérus. Voilà. Ce qui est surtout important dans ce cas-là, c'est d'établir une bonne stratégie d'orientation qu'il faut anticiper. Il faut que derrière, il y ait de la biologie qui suive, qu'il y ait une équipe d'accueil qui soit prête et que la transfusion soit prête et engagée. On en a parlé avec le choc hypovolémique du traumatisé d'une manière générale. Et puis, il faut envisager les techniques invasives. Les techniques invasives, c'est un certain nombre de choses. C'est l'embolisation, c'est le ballonnet de Bacry. Je vais juste vous montrer des photos et on aura fini. C'est les ligatures vasculaires et puis c'est d'autres techniques. Mais ça, c'est des spécialistes qui font ça. Donc, ce n'est pas pour nous. Et c'est des spécialistes hospitaliers. Donc, il faut globalement gérer le temps et orienter vers l'endroit où on pourra faire ce genre de choses. Alors, l'embolisation radiologique, vous voyez à gauche une dame qui saignait, ça partait un peu diffus. Ils ont embolisé, du coup, ça ne saigne plus. Ah ouais, mais ils ont embolisé son utérus. Eh ben non, même embolisé, les utérus, ils restent encore viables. Elles peuvent faire des enfants derrière. Donc, c'est quand même intéressant. Surtout, elle est vivante grâce à ça. Le ballonnet de Bacry. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le ballonnet de Bacry, c'est la Blackmore de l'utérus. C'est une sonde avec un ballonnet qu'on va remplir avec du sérum Phi. Alors, on met la sonde à l'intérieur de l'utérus. Il y a en haut de la sonde, du tuyau, il y a un petit trou ici qui permet de drainer le sang. On le récupère par là. On gonfle avec du sérum Phi l'ensemble ici, et ça va comprimer l'intérieur de l'utérus. Comme la sonde de Blackmore sur les varices ésophagiennes, on la met dans l'utérus. Voilà. C'est un truc qui était ancien, qui avait disparu, qui est revenu à la mode petit à petit. Alors, je ne sais pas si de chez vous, ça se fait beaucoup. Mais vous pouvez y être confronté, notamment pour un transfert de patiente qui aurait ce genre de choses. Ce n'est pas nous, urgentistes, qui allons poser l'indication.
Les ligatures vasculaires, c'est de la chirurgie. Donc là, il faut confier l'obstétricien ou au chirurgien viscéral qui va ligaturer les vaisseaux. Et puis, d'autres techniques, le capitonnage. Alors, le capitonnage, comme je viens de Lyon, l'explication la plus simple, c'est ça le capitonnage, c'est de la rosette, du sabaudet ou du Jésus. En fait, sur le plan chirurgical, il passe des fils comme ça et puis il serre et donc ça maintient l'utérus, ça le recroqueville sur lui-même s'il est hypotonique et ça limite le saignement. Et puis dans le pire des cas, c'est l'hystérectomie d'hémostase. Alors c'est pas très plaisant l'hystérectomie d'hémostase, pour la dame bien sûr, pour l'obstétricien parce que c'est quand même un constat d'échec. Personnellement, je préfère une dame hystérectomisée plutôt qu'un orphelin. Voilà. Et puis, dernier élément, vous pouvez être amené à transférer une patiente qui saigne en SMUR. Alors, si c'est en SMUR primaire, vous allez à la maternité de suivi sous réserve que derrière, ils puissent prendre en charge. Si c'est parce qu'elle n'est pas délivrée, ils feront la délivrance artificielle, la révision utérine, ils vont bien gérer. Mais si c'est parce qu'elle est délivrée que ça continue à saigner, peut-être qu'il faut envisager un plateau technique un peu plus spécialisé, sous réserve qu'il soit à une distance acceptable. Si vous avez 30 minutes d'un côté et 1h30 de l'autre, prenez quand même le 30 minutes pour confier à des spécialistes qui amélioreront la situation en attendant. Voilà. Et puis quand c'est pour le transfert interhospitalier, c'est la maternité qui vous appelle parce que la dame elle a accouché, elle a saigné, il va falloir la transférer ailleurs. Il faut peser le rapport bénéfice-risque. Il faut regarder si à l'arrivée le plateau technique il est vraiment adapté, quitte à réévaluer la situation. Il faut vraiment réévaluer au moment du départ parce que si elle est instable, ça peut être une contre-indication au transport. S'il y avait des lésions du col, du vagin, du périnée, etc., elles doivent avoir été réparées avant, et ça, c'est l'obstétricien qui va faire. S'il y a une coagulopathie, on doit avoir mis les bons facteurs de la coagulation qui manquaient. Et puis, si vraiment on n'arrive pas à la tenir sur le plan de l'hémostase, partir sur la route avec une dame qu'on ne tient pas sur le plan de l'hémostase, malheureusement, non. Peut-être que les ligatures vasculaires, voire l'hystérectomie d'hémostase, seront la solution, qui peut être pratiquée dans n'importe quelle structure hospitalière où il y a un chirurgien viscéral. Je ne parle même pas d'un obstétricien. Voilà. Retenir, j'attends vos questions. Je sais que j'étais un peu long. En pratique, ça prend presque ce temps-là. Voilà, je vous remercie. Camille. Merci Gilles pour cette présentation plus que complète. J'espère pour vous que vous ne serez pas confrontés à tout ce qu'on a vu là, en tout cas à domicile. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions ? Philippe Pesse, Nantes, il fait de l'échographie, mais c'est aussi celui qui a créé le site informatique et le fait vivre qui gère l'Observatoire national des accouchements hors maternité. Merci Gilles, c'est gentil. J'ai deux questions peut-être un peu courtes, je ne sais pas en fait. La première question, c'est, moi j'ai l'habitude, tu sais, quand on part en ambulance, j'ai fait ça il y a 3 jours, la dame, elle était déjà dans une ambulance, on a fait une convergence et elle a accouché dans l'ambulance. Donc bon, conditions qui ne sont pas excellentes, même peut-être les pires, mais je les mets en position latérale, en décubitus latéral gauche. Et je trouve que c'est excellentissime en fait pour contrôler tout. Le transport de la femme qui n'a pas accouché, qui attend travail, qui n'a pas accouché, dans le VSAV à l'envers, enfin dans le VSAV ou l'ambulance, dans la cellule sanitaire, à l'envers, la tête à l'arrière, les pieds en avant, en décubitus latéral pour le choc postural, et puis en plus si elle doit accoucher, vous êtes du bon côté pour pouvoir travailler et à peu près bien installé. Donc je sais que tu as tout à fait raison de ce côté-là, mais tu connais la problématique. Il faut penser à ce genre de choses. Ça c'est important. Moi, je veux bien juste rajouter qu'en décubitus latéral, il semblerait qu'on ait quand même moins de déchirure périnéale et aussi moins de dystocie des épaules. Le bassin étant en asymétrie, en fait, on améliore, on a plus de chances. Voilà. Et la fausse dystocie des épaules, elle n'existe pas puisque l'enfant, il peut sortir vers l'arrière puisqu'elle est en décubitus latéral. On est dans le bon axe, on a un bassin qui est... Alors, si vous regardez les recommandations d'experts de 2010, c'est pas marqué dedans parce qu'à l'époque, ça n'y figurait pas. On va les remettre à jour cette année et le décubitus latéral va rentrer dans les mœurs, d'autant que c'est une demande des patientes aussi. C'est pour ça que si la dame vous dit « je veux me mettre sur le côté », laissez-la faire. Et la deuxième ? Ma deuxième question, tu sais, c'est peut-être plus vers la sage-femme que je vais me tourner. C'est l'écho, moi, systématiquement, quand elle n'a pas accouché, que j'arrive, je fais une écho. D'abord pour voir où elle est la tête, parce que je ne suis pas très bon. Moi, comme tu dis, il y a ça, que je ne sais pas combien ça mesure, mais en plus, ce que je touche, c'est le cul, c'est la tête, ma foi. Des fois, c'est mou, la tête aussi.
Enfin, c'est bon, la réalité. je mets un coup d'écho pour vérifier la tête où elle est, si j'arrive à reconnaître une tête. et puis je fais aussi, je moniteur, enfin je fais un coup sur le cœur fœtal pour voir si bradicardise pas, même je veux dire, je sais pas ce que je ferai après, je courrai, je pense. Mais surtout, Mais ça rassure de voir qu'il tape à 120, 140, on se dit c'est bon, il va bien. Ça rassure. Et puis, donc la question c'est, quid, je sais qu'il n'y a aucun papier en préhospitalier, mais j'essaye l'histoire de mesurer en fait de la fourchette à la tête du bébé, la distance qu'il y a entre le périnée, quoi, et la peau, sans appuyer, enfin, voilà. Et voilà, je voulais savoir si c'est une pratique qui se fait, pas en préhospitalier, je sais qu'il y a quasiment personne qui le fait, mais ça se fait de plus en plus, il semble. Et est-ce qu'on en a une expérience? Parce que moi, j'avais comme cut-off 6 cm. En dessous de 6 cm, c'est imminent, quoi. Il semblerait qu'on ait moins de 30 minutes avant que... Alors qu'au-delà de 7, on peut même avoir une semaine. Donc, c'est bien ça, Camille, hein? Alors, on n'utilise pratiquement pas cette technique-là. En 2010, je crois, au CHU de Nantes, il y avait une étude qui avait été faite où on voulait faire le diagnostic d'engagement à partir de l'échographie. Et on n'avait pas montré de supériorité par rapport à l'examen clinique, au toucher vaginal. Peut-être que c'est pas évident, effectivement, à la maison. Je ne suis pas sûre que l'échographie vous aide beaucoup. Je sais pas, c'est surtout comme facteur prédictif de je vais te prendre de suite ou je vais te démouler dans le numéro 2 pour ça. Alors, on reconnaît bien le langage des urgentistes, hein. C'est juste pour me dire, je la fous dans le camion et je roule à fond. Alors, juste, est-ce que... Moi, du coup, je suis pas très bonne en échographie. Ouais. Je fais le TV et l'écho, mais je sais pas, ce truc-là, je l'ai vu, il y a quelques maternités, ils le font. Hein? Si, je fais toujours systématiquement les toucher les deux, mais je fais ça en plus. Et pour l'instant, je me pose des questions là-dessus, parce que je sais pas si c'est... Il y a une étude qui devait être démarrée à Grenoble, et puis ils n'ont pas réussi à la démarrer en SMUR. C'est un peu compliqué. Il faut déjà des professionnels de l'échographie, des gens qui maîtrisent la technique, parce que c'est pas comme la FAST qui est presque facile. Il faut l'apprendre, mais c'est facile. Là, c'est quand même du domaine de l'échographiste un peu pointu. Alors toi, tu l'es. Je suis pas sûr que tout le monde. Moi, je saurais pas faire. Hein. Voilà. C'est pas évident à réaliser probablement. Et en même temps, un diagnostic d'engagement sur un toucher vaginal, c'est pas forcément évident non plus. Il faut garder en tête que la nature est très surprenante. Je voyais tout à l'heure des temps donnés en fonction de c'est une primi, une multi, tant de temps pour aller de 5 à 10 cm. C'est le score de Malina's B construit dans les années 60, c'est tout. On a plein de surprises. Hein, voilà. Donc je pense que pour ça, c'est pareil. En fait, tu pourrais très bien trouver une femme avec un fœtus très haut et puis 5 minutes après, finalement, il est à la vulve, quoi. Et puis par rapport au monitorage, c'est ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que ça change la conduite à tenir? Éventuellement, parce que si on n'a pas d'activité cardiaque, ça vaut le coup peut-être de faire l'accouchement plus tôt en milieu hospitalier que de se lancer à la maison avec un bébé qui n'est pas vivant. S'il est vivant, c'est bien, on est très rassuré. Et puis il y a l'entre-deux où, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On court, on va vite, ou alors on le fait à la maison parce qu'on pense que ça ira plus vite à la maison. Effectivement, s'il est décédé, je pense qu'il vaut mieux éviter de le dire à la mère tout de suite, parce que voilà. Il faut être sûr de son coup aussi, quand même, pour ce genre de décision. C'est pas très facile. Et j'en reviendrai à des choses beaucoup plus basiques. Ça reste des situations très exceptionnelles. Pensez d'abord que le truc qui va vous arriver, le plus gros risque, c'est l'hémorragie. C'est de faire les mauvais gestes. Et occupez-vous d'abord de ça avant de penser au truc hyper rare qui arrivera peut-être, etc. Et puis je voudrais vous rappeler que votre expérience sur les accouchements, vous allez essayer de vous former en maternité parce que les sages-femmes, elles vous accueilleront avec bienveillance pour vous apprendre un certain nombre de choses, parce que pendant nos études, on ne fait pas grand-chose de ce côté-là. Et en SMUR, c'est nous quand même les plus expérimentés. Et ne croyez pas que les personnes qui sont avec vous en savent un peu plus. Et si vous faites une petite enquête et que vous demandez aux sapeurs-pompiers qui sont persuadés qu'ils font beaucoup d'accouchements, vous divisez le nombre d'accouchements hors maternité par le nombre de sapeurs-pompiers en France, d'une part, vous multipliez par 3 parce qu'il y a 3 pompiers à chaque fois. Un SMURiste voit 1 ou 2 accouchements par an. Un sapeur-pompier professionnel qui fait ça tout le temps en voit 1 tous les 5 ans. Il suffit de faire le calcul. Hein. S'il y en a un qui vous dit « moi j'en ai fait 2 cette année », ben oui, mais ça veut dire qu'il a des tas de copains qui n'en feront pas pendant les 10 ans à venir.
Voilà. Donc ne vous faites pas aider ou croire que les autres en savent plus que vous, c'est vous le maître de la situation. Et puis quand vous avez un doute, bah, vous appelez un ami, vous appelez le régulateur qui lui se mettra en lien avec la sage-femme, l'obstétricien, et qui vous donneront des conseils. Le siège, c'est indispensable. Hein. Gilles, laisse ton 06 là. Non, vous avez, bah, il y a toujours un obstétricien de garde dans la maternité où il y a en général le SAMU. Enfin, ils ont un obstétricien de référence et la situation est suffisamment rare pour qu'il y ait quelqu'un qui vous donne des conseils. Oui, je pense qu'effectivement, il ne faut pas hésiter à faire appel. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Quid de la grossesse gémellaire? Bonne question. Sur l'anticipation, si on peut. Ben, ça reste la même problématique. Alors, les difficultés, c'est plus pour le deuxième que pour le premier, parce que la mère est fatiguée, parce qu'il a quand même souffert des contractions du premier, parce que lui, il se tape 2 accouchements, hein, en termes de contractions et de perfusion sur lui. Il est un peu plus petit, il est plus volontiers en siège, la maman est fatiguée. C'est très compliqué. Si vous avez un accouchement, enfin une gémellaire, et que peut-être que là, il faut se dire, ben, je vais vite à l'hôpital parce que, voilà, maintenant, si je suis loin de l'hôpital et qu'on est amené à s'installer, ben, on s'installe. Mais là, je téléphone à un ami pour savoir ce que je vais faire du placenta, du synto, parce que je ne fais pas le synto avant que le deuxième soit sorti. Eh oui. Et comment je sors le deuxième et je m'installe, et puis s'il y a une deuxième équipe qui peut venir prêter main forte parce que peut-être qu'il y a un des 2 enfants qui sera un peu plus fatigué que l'autre, et la mère a un risque de saignée supplémentaire, alors oui, ça arrive, ça reste limité. Notre observatoire quand même, il y a 2 records à battre dans cet observatoire. Alors il y a un record qui est nantais, ils ont fait des triplés à domicile, alors là, chapeau. Et puis le deuxième record qui est dans un domaine différent, à Lyon, on a fait à la Poste. Donc c'est bien, c'est aux heures d'ouverture, donc on peut ramener aussi des équipes en renfort, des jumeaux à 28 semaines. Voilà. Ça met un peu de tonus pour les prendre en charge. Voilà. Mais bon, ça reste les histoires de chasse sur les 3000 de dossiers saisis, remplis, etc. En pratique, la gémellaire, vous inquiétez pas, c'est moins de 1% des cas. Le siège, c'est 1% des cas. On en fait 2 par an, c'est-à-dire que sur une carrière d'urgentiste, il faut au moins 50 ans pour avoir une gémellaire ou un siège. Bon, c'est sûr que... Voilà. Alors que les hémorragies, on en aura beaucoup plus. Et elles ne nous font paradoxalement pas peur. Et c'est ça qui tue. Et on ne reprochera jamais à un urgentiste de ne pas avoir su faire une manœuvre de l'offset ou n'importe quoi, alors qu'on lui reprochera de ne pas avoir su faire une prévention de l'hémorragie. Voilà. Est-ce qu'il reste des questions? Juste peut-être un tout petit mot sur le nourrisson, parce qu'on a dit une fois qu'il est né, on s'en occupe. Oui. On s'en occupe pour lui, c'est surtout faire attention à sa température. Dans l'immense majorité des cas, quand ils naissent rapidement comme ça, ils vont très bien. Par contre, ils se refroidissent vraiment hyper vite. Souvent, les mamans, elles sont mouillées parce qu'elles ont transpiré. Il y a du liquide, les linges sont mouillés. Vous avez des couvertures de survie ou des... même, nous, on utilise à la maternité des sacs congélation parce que ça les permet de rester hyper chauds, et une fois qu'ils sont bien séchés, les mettre là-dedans, ça leur permet de garder leur sacs propre congèles, hein. Aussi à la maison, oui, c'est vrai. Ah, on s'arrête à la tête. Oui, oui, bien sûr. Et on les met pas dans le congèle après, mais voilà. Ah oui, Non, mais avec la forme des bras. l'observatoire Une nous version apprend très qu'il y a simple, autant c'est déjà... d'hypothermie au mois de juillet qu'au mois de janvier. Ouais. Autant d'hypothermie au mois de juillet qu'au mois de janvier. Voilà. Merci Gilles.